Chers amis, bonjour. Ici Paul-Emmanuel, postdoctorant en biologie pour La Science te parle. Je reçois notre premier physicien de la chaîne depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 4 ans, Hugo, qui va nous parler de ses études, de son parcours, de ce qu'il fait en recherche, etc. Et puis on va parler de physique de trous noirs, d'espace. On va rêver un petit peu avec lui. Hugo, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Très bien. Alors, je vais te demander de te présenter en précisant que tu fais aussi de la vulgarisation scientifique sur Twitter et sur Twitch. Un petit peu, effectivement, oui. Alors, je te laisse te présenter. Ok, donc je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans aujourd'hui et je termine actuellement mon master de physique à l'ENS Paris. Pardon, pour restituer un peu, donc mon parcours, j'ai commencé. Donc déjà, j'ai fait un baccalauréat scientifique, déjà à l'époque dans l'objectif de poursuivre des études scientifiques. Après, j'ai fait une classe préparatoire, donc classique maths physique, MPSI MP. Et donc après, je voulais pas m'orienter vers une carrière d'ingénieur, parce que je savais qu'à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le monde académique, et donc la recherche. Donc même si j'ai passé les concours des écoles d'ingénieurs à la fin de la prépa, parce que c'est ce que tout le monde faisait, au final, je suis pas allé là-bas. Donc j'ai préféré intégrer un cursus universitaire. Donc je suis arrivé en L3 physique fondamentale à Paris-Saclay. Je suis resté 3 ans à Saclay, où j'ai fait donc une L3, un M1, toujours de physique fondamentale. Et ensuite, j'ai également fait une année pour passer l'agrégation de physique chimie même si j'étais option physique. Et donc après ces 3 années à Saclay, j'ai terminé mes études donc cette année par un master spécifiquement de physique théorique. Donc c'est pas pareil que physique fondamentale, je pourrais y revenir. Mhm. Et donc cette fois à l'ENS Paris. Et donc là, j'ai terminé mes cours et je suis en stage de fin d'études à l'Observatoire de Paris, où je travaille sur les trous noirs, sur les théories de gravitation notamment les extensions de la relativité générale, on y reviendra aussi. Mhm. Et donc je continue normalement en thèse au même endroit pour les 3 années qui viennent, si tout se passe bien, mais normalement c'est bien parti pour. Donc voilà, et donc comme tu disais, en parallèle de ça, j'ai également commencé avec notamment un ami, un projet de vulgarisation sur Twitch. Donc c'est encore à ses débuts, on se cherche encore un peu, mais donc le principe c'est que on fait des lives, souvent on réacte à des documentaires ou parfois d'autres vidéos de vulgarisateurs scientifiques et derrière on discute avec le chat, on parle de différents sujets et on essaye d'amener des discussions autour de ça. Donc voilà. Donc, en parallèle, je parle effectivement un peu de science sur Twitter, mais j'appellerais moins ça la vulgarisation personnellement. C'est plus, enfin, je fais quelques threads des fois, mais bon, c'est pas pareil. Voilà. Et aussi, pour ceux qui, je fais quelques vidéos sur TikTok aussi, mais pareil, c'est à ses débuts. Voilà, Alors, comment voilà. je suis pas sur Twitch, mais que je regarde TikTok, j'ai vu tes vidéos sur TikTok. Sur Twitch, j'y vais rarement, mais il faudrait Ouais. que j'y aille parce qu'il y a quand même de la vulgarisation. Une question par rapport à ce que tu dis. Tu as dit que tu savais que tu voulais faire partie du monde académique, ce qui est une bonne chose. Ouais. Pourquoi avoir fait prépa et pas directement être allé à l'université? Alors, en vrai, c'est une bonne question. Déjà, une des raisons principales, c'est qu'à l'époque, la plupart de mes profs m'avaient conseillé les classes prépa quand on avait des bons résultats en terminale. Mhm. Et grosso modo, en fait, déjà, en France, vraiment dans les domaines scientifiques des maths et de la physique, je sais pas si c'est pareil dans les autres domaines scientifiques, mais en tout cas pour les maths, la physique, même l'informatique et tout ça, il y a quand même une grande domination des classes prépa sur les premières années d'université, même après, dans l'université, après dans les masters, genre par exemple dans mon master de physique théorique, on était une majorité à avoir fait prépa avant, même si c'était après pour rebasculer à l'université. Parce que là, je dirais que l'avantage de la prépa sur une grande partie des facs, pas toutes en fait, mais sur une grande partie, c'est on fait à la fois des maths et de la physique assez Mhm. poussées. Et pour en faire de la même façon, en fait, en France, faut mieux aller dans les facs parisiennes pour avoir un niveau équivalent. Et donc, moi, je connaissais pas très bien ce monde-là. Il y avait une prépa qui était pas loin de chez moi. Ça m'a paru être une solution plus évidente en fait. Il y avait aussi évidemment l'objectif de passer les concours des ENS à la fin, qui sont une formation très bien pour le monde académique, bien sûr. Comment tu l'as vécu ta prépa? Si tu peux nous en dire 2 mots. Alors, pas le meilleur, personnellement. Beaucoup de gens disent qu'ils ont bien vécu leur prépa au final, malgré, on va dire, le travail intense. Personnellement, j'ai pas trop aimé, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment du bachotage. C'était vraiment préparer des concours et pas, genre, pas vraiment.
apprendre profondément les notions du programme. En fait, on effleurait la surface et ce qui était important, c'était d'être très fort en exercice pour après arriver au moment des concours, savoir faire les exercices très vite. Et enfin voilà, genre l'objectif c'est vraiment de réussir des concours, donc c'était beaucoup de bafouillage, des travails très intenses. Donc moi, j'ai pas beaucoup apprécié. Après, l'avantage, c'est que ça m'a quand même ouvert des portes après, qui m'ont permis de faire ensuite exactement les études que je voulais. Et après, on va dire, après la prépa, quand je suis arrivé en L3, là, par contre, c'était vraiment se concentrer sur apprendre les notions qui m'intéressaient et tout, et c'était beaucoup mieux. Moi, j'ai vraiment senti la L3 après la prépa comme une libération un peu de. Il n'y avait plus besoin de juste travailler en boucle pour faire des exos. Là, je pouvais un peu plus me reposer, un peu plus. Mais après, il y avait quand même encore du travail, évidemment, mais c'était pas le même travail, en fait. C'était un travail différent, c'était un travail plus en profondeur et j'ai plus apprécié, quoi. Petite dernière question technique sur les prépas, et je Ouais, parle de ça parce que moi je suis passé par PCSI PC ouais, avant de faire de la bio, parce qu'au départ je voulais faire de la physique et puis je me suis rendu compte que ok. j'étais pas fait pour ça. Pourquoi avoir fait un PSI plutôt que PCSI Alors parce que je préférais beaucoup plus les maths à la chimie. Ok, Voilà, grosso modo. très bien, bonne réponse. Moi non plus, j'ai pas trop aimé la prépa, à dire vrai. J'ai eu beaucoup de mal et puis j'étais pas un très bon élève, on va dire. J'étais meilleur en chimie pour le coup, c'est là où on m'a dit il faut faire de la bio parce que t'es meilleur Ok, en je chimie, il vois, faut ouais. arrêter la physique, mais voilà. Alors, tu as parlé de physique théorique et de physique fondamentale. Est-ce que tu peux Ouais. nous dire quelle est la différence entre les deux? Ok, alors du coup, physique fondamentale, ça va plus s'opposer à physique appliquée, alors que Mhm, physique théorique, ça va plus s'opposer à physique expérimentale. Et en fait, donc on peut avoir par exemple la physique expérimentale fondamentale. Donc tout ce qui est physique fonda, c'est vraiment la recherche en physique, on va dire des lois fondamentales de l'univers, si je puis dire. mhm, Donc ça va inclure énormément de domaines de la physique quantique, de la physique des particules, de la physique qu'est-ce que je pourrais donner? Je pourrais donner la physique des plasmas, par exemple, avec notamment tous les projets autour de la fusion, astrophysique, bien sûr. Ça fait partie de la physique fondamentale, mais dans chaque domaine, on va avoir des grosses parties expérimentales. Par exemple, en physique des particules, il y a tout le côté accélérateur de particules, CERN à Genève. Ça, c'est de la mhm. physique expérimentale. Alors qu'en physique théorique, donc ça va vraiment plutôt regarder l'aspect, on va dire, souvent c'est vu comme l'aspect le plus mathématique de la physique, où ce qui nous intéresse vraiment, c'est les théories fondamentales. Donc moi, en master de physique théorique, par exemple, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de théorie, donc ça va être la théorie quantique des champs, qui est en gros le modèle mathématique qui permet de faire de la physique des particules modernes, mais c'est vraiment, on va dire, un cadre mathématique à ces théories-là. Mhm. Et donc derrière, j'ai également fait de la relativité générale, donc qui est ça la grande théorie de la gravitation. Et du coup, j'ai fait de la relativité générale sur un angle plus théorique que par exemple ce qu'on peut faire dans un master plus spécialisé astrophysique, où là, on va par exemple plus s'intéresser à des objets concrets et regarder ce qui se passe, donc par exemple à des étoiles, des exoplanètes, tout ça. Moi, dans mon master que j'ai fait, donc vraiment plus orienté théorique, on regardait vraiment la théorie en elle-même Mhm. et qu'est-ce qu'elle disait, comment la construire. Et donc, moi, j'ai préféré faire ce parcours-là parce que vraiment, enfin, moi, c'est ce qui m'intéressait plus, c'était le côté théorique de la physique. Et donc là, dans ma thèse, ça se construit car quand déjà les trous noirs qui sont des objets, on va dire très théoriques dans le sens où on y a besoin d'un bagage théorique très important. Et moi, si je regarde les trous noirs, c'est derrière aussi parce que je m'intéresse aux possibilités de modifier la théorie de la gravité pour ajouter des termes supplémentaires. Donc c'est vraiment derrière un intérêt théorique en fait. Ok. Alors, on va revenir à ça parce que je trouve que c'est très intéressant les trous noirs. J'ai une question préalable avant ça. Bien sûr. On va revenir sur le fait que tu voulais faire de l'académique. Est-ce que le fait que tu aies voulu faire une thèse et donc devenir chercheur, Ouais. ça t'est venu pendant ton master ou est-ce que tu voulais déjà faire ça dès ta prépa ou ta L3? Alors faire une thèse, ça, je voulais le faire depuis le début. Mhm, Très clairement, même depuis le lycée, j'avais en tête de faire une thèse en physique parce que ce qui m'intéressait beaucoup. On va dire que j'ai commencé à m'intéresser on va dire à la science en général au mhm. collège, en lisant Sciences et Vie surtout. Enfin, Sciences et Vie Junior à l'époque, j'étais abonné à Sciences et Vie Junior. Et ça, du coup, j'ai lu des interviews de chercheurs dedans et des différentes histoires et ça m'a beaucoup passionné par la science. Au lycée, je me suis plus passionné pour la physique et j'avais toujours cette idée de vouloir faire de vouloir aller dans la recherche parce que je Mhm. trouvais ce monde passionnant. Donc j'ai notamment commencé beaucoup à m'intéresser à l'astrophysique au lycée. Du coup, quand je suis arrivé en prépa, dans ma thèse, c'était faire une thèse en astrophysique déjà. Et donc après, j'ai suivi le parcours pour et
Et en arrivant sur des niveaux de plus en plus élevés, je me suis même plus spécifiquement intéressé, comme je disais, à la physique théorique, aux aspects théoriques de la physique. Et c'est pour ça que j'ai fait le master de physique théorique, mais c'était déjà évidemment dans l'optique ensuite de continuer en thèse. On a un parcours assez similaire au début alors. Hein. Ok. Parce que moi aussi, les Sciences et Vie Junior, les interviews de chercheurs, qu'est-ce qui te plaisait des interviews de chercheurs hein, quand tu lisais? Il y avait, moi, alors juste pour donner le Ouais. cadre, pour moi, je me permets de parler un peu 2 secondes de moi, mais quand je lisais les interviews, ce qui me plaisait beaucoup, c'était l'excitation de la recherche qu'ils avaient, Oui. le plaisir qu'ils avaient à en parler, et le fait que quand ils arrivaient près d'un résultat ou de comprendre un phénomène, il y avait vraiment ce champ des possibles qui s'ouvrait. Et je trouvais tout ça des interviews, et c'est là où je voulais vraiment faire de la recherche. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire chez toi ou qu'est-ce qui Oui, ah t'intéresse oui, dans oui, ces interviews? complètement. Je suis très d'accord. C'est vraiment ce côté de la vie de chercheur, enfin, de ce côté un peu, comment dire, de la recherche comme étant une sorte d'énigme à résoudre ou Mhm. de choses à comprendre et cette satisfaction de comprendre évidemment après qu'arrive. Je trouvais ça assez fou et puis ça, enfin, je trouvais fascinant ce qu'ils arrivaient. Parce qu'à l'époque, quand j'étais au collège, je ne comprenais rien, enfin, beaucoup moins que maintenant, forcément. Et je trouvais ça, tout ce qu'on arrivait à comprendre grâce à la science, je trouvais ça incroyable et je me Mhm. disais, j'ai envie de faire partie de tout ça en fait. J'ai envie de moi aussi apporter ma pierre à l'édifice en quelque sorte. Ouais, c'est un monde fascinant la recherche. Hein. Tout à fait. C'est un monde fascinant la recherche. Alors, tu parles de trous noirs, d'astrophysique, etc. Est-ce que tu sais, alors, ça c'est une question peut-être un peu difficile, mais combien il y a de branches en physique? Parce qu'on parle de physique quantique, on parle d'astrophysique, on parle. Comment ça se divise le monde de la physique? Alors je sais pas si je peux, enfin je ne peux pas donner un nombre de branches Mhm, précis déjà parce que ça se recoupe des fois entre différents domaines. Euh, Ah, je dirais un bon indicateur, ce serait quand même les différentes spécialités de master qu'on trouve à Paris. ok. Si je pourrais citer, je dirais que donc, déjà, il y a mon domaine qui est la physique théorique, que je distinguerais, comme je l'ai dit, de l'astrophysique plus concrète, on va dire. Mhm, mhm. Donc là, avec notamment, il y a un grand master d'astrophysique à Paris. Sinon, pour des domaines un peu différents, donc il y a, comme je disais, la physique quantique. Donc notamment, ce qui est beaucoup en vogue en ce moment, c'est tout le côté informatique quantique, qui ressort pas mal parce que Qu'est-ce que déjà, c'est ça exactement? alors du coup, l'informatique quantique, c'est même de manière plus générale, ce qu'on appelle l'information quantique, c'est la théorie de l'information dans le cadre de la physique quantique, et c'est notamment ce qui, enfin, on va dire le cadre pour construire les fameux ordinateurs quantiques. Donc, euh, donc l'idée, c'est qu'un ordinateur actuellement, c'est 0 ou 1, donc Mhm, c'est un système binaire. En physique quantique, on a des systèmes qui peuvent exister en état de superposition. Donc ça va être par exemple 50% 0, 50% 1, 30% 0, 70% 1. Et en fait, du coup, ça permet d'avoir une capacité de calcul beaucoup plus élevée. Donc ça, c'est des domaines, donc c'est en frontière entre la physique fondamentale et l'application technologique, et c'est mhm. très en vogue en ce moment parce que on a beaucoup de financement de l'État en fait sur ce domaine-là, parce que c'est un peu la course à qui fera les premiers ordinateurs quantiques fonctionnels. Donc forcément, quand il y a de l'argent derrière, il y a beaucoup de gens qui vont dans ces Mhm. domaines-là, et derrière, c'est aussi du point de vue recherche fondamentale, il y a beaucoup d'avancées qui se font parce que pour construire un ordinateur quantique, il faut bien mieux comprendre le fonctionnement quantique de la matière. Donc derrière, c'est beaucoup de recherche fondamentale, évidemment. Un domaine qui est très lié à ça, même si on le distingue un peu, c'est ce qu'on appelle la matière condensée ou la physique du Mhm. solide, c'est-à-dire vraiment s'intéresser aux propriétés des matériaux solides. Donc ça va être notamment tout le domaine de la physique qui va s'intéresser aux conducteurs, semi-conducteurs, supraconducteurs. Donc il y a beaucoup de recherches, notamment sur les supraconducteurs en ce moment. Il y a eu un prix Euh, Nobel il y a pas longtemps, non, je crois là-dessus. ah oui, c'est possible. J'avoue que je suis pas trop j'ai pas Il me trop suivi semblait, les prix mais Nobel. Mais ok, oui, oui, c'est très moyen parce que c'est pareil, un domaine très en vogue. ok. Donc c'est vraiment étudié. Donc c'est beaucoup de physique quantique, mais particulièrement appliqué à l'étude des propriétés de la matière Ok. solide et comment l'utiliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matière condensée. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est physique du climat. Mhm. Euh, et également de la physique des océans, donc l'océanographie, qui reste un domaine très physique, donc qui est aussi un peu, on va dire, en vogue avec les problématiques actuelles, forcément. Mhm. Donc c'est pareil, il y a un master de physique du climat à Paris. Ensuite, il y a tout ce qui est physique des plasmas. Donc là, j'en ai parlé un peu, c'est notamment en vue de construire
comment dire, les centrales à fusion nucléaire avec le projet ITER dans le sud de la France notamment, mais pas que. On a également de la physique des plasmas dans un contexte astrophysique, parce qu'il y a beaucoup de plasma astrophysique justement. Alors je suis pas du tout expert de ces domaines, je pourrais pas en parler plus spécifiquement, mais voilà, ça existe. Et sinon, il y a évidemment tout ce qui est physique des particules et notamment physique des détecteurs, physique des accélérateurs de particules, voilà, qui vise à sonder les particules fondamentales de la nature. Je suis en train de réfléchir. Oui, et après je pourrais également ajouter comme dernier domaine ce qui serait biophysique et matière molle. On appelle ça matière molle, c'est un nom un peu amusant, mais en gros c'est pour désigner toute la physique des objets mous entre guillemets, donc les mousses, les fluides, les sous, et évidemment ça inclut tout l'aspect mécanique des fluides à côté. Donc ce sont des domaines qui se recoupent beaucoup souvent. Voilà. Mais c'est très divers en fait de la physique. On devrait parler des physiques peut-être au pluriel plus que la physique. Un peu comme les mathématiques au final, peut-être. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, parlant des mathématiques, souvent on dit que les physiciens, alors j'ai même vu ça sur Twitter, sont des mathématiciens qui auraient moins réussi. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce genre de phrase? Alors évidemment, moi je ne suis pas d'accord. Non, bien sûr. Donc moi je suis pas d'accord parce que comment dire. Déjà, en fait, déjà il y a des domaines de la physique qui font beaucoup plus appel aux maths, ou alors qui font appel d'une façon différente que d'autres. Donc moi, évidemment, dans mon cursus, je fais énormément de mathématiques et j'ai même des cours de maths de niveau master de maths dans mon master de physique parce qu'on en a besoin pour faire la physique qu'on fait. Donc je dirais pas que j'ai moins bien réussi que les batteurs, en tout cas j'espère pas, parce que sinon je suis mal barré pour ce que je vais faire après. Mais après, on va dire qu'il y a des domaines de la physique qui font beaucoup moins appel à des mathématiques abstraites, où ça va plus être des mathématiques, on va dire, plus appliquées évidemment. Mais derrière l'aspect mathématique, il y a évidemment tout un aspect physique qui est très compliqué en lui-même. Et alors, je suis pas forcément d'accord avec ça non plus, mais il y a beaucoup de profs de physique qui disent que l'aspect physique c'est compliqué. Et une fois qu'on a fini l'aspect physique, il reste les maths et c'est la partie facile. Oui, donc chacun a un point de vue vraiment différent. Voilà, c'est ça. Donc en réalité, en fait, il y a vraiment une diversité très grande de la façon dont tu utilises les mathématiques dans les différentes branches de la physique, et ça reste, dans tous les cas, une partie de ce qu'on fait. Il y a une partie physique, notamment de construire les modèles, de modéliser par les bons paramètres physiques, faire les bonnes approximations, évidemment. Souvent, au début des études, le côté on cherche à tout approximer en physique est très, on va dire, mis en ridicule parce que c'est un peu, ouais, le physicien, il fait les plus grosses approximations possibles, il veut pas être rigoureux, alors qu'en vrai, c'est difficile de voir pourquoi on a le droit de faire des approximations, pourquoi on n'a pas le droit de les faire, quand on a besoin de les faire. C'est un aspect qui est compliqué en lui-même et qui est intéressant à voir dans sa complexité, quoi. Voilà, donc ça, c'est tout un aspect physique qui est bien différent des maths et dont beaucoup de matheux, je pense, qui n'ont aucune formation en physique, auraient bien du mal à y arriver comme ça, quoi qu'ils en disent. Non, c'est bien d'avoir le point de vue d'un physicien, c'est vrai, parce que souvent sur Twitter, on entend des petites piques contre les physiciens, donc c'est bien d'avoir le point de vue d'un physicien, je trouve que c'est intéressant. Je pense que Twitter favorise spécifiquement ce genre de pique sans trop forcément avoir une vraie argumentation derrière, quoi. Mais bon, c'est Twitter, c'est pas grave. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, on finira peut-être sur le modèle Janus un peu après, mais... Ok, si tu peux. Alors, j'ai une question sur la théorie de la relativité. Ouais. Tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et interpellé. Alors, tout ce que tu dis est très intéressant. Je passe vraiment un très bon moment de t'interroger parce que je trouve ça absolument passionnant. Tu as dit que la théorie de la relativité, c'était une théorie de la gravitation. Certains la voient aussi comme une théorie du temps. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement c'est quoi la théorie de la relativité? Enfin, exactement. Okay. Disons en simplifiant, mais... Alors, du coup, déjà, donc, il faut distinguer ce qu'on appelle la relativité restreinte et la relativité générale. Donc, moi, quand j'ai dit que c'était une théorie de la gravitation, je parlais spécifiquement de la relativité générale. Du coup, je vais expliquer c'est quoi la différence et qu'est-ce que c'est. Donc, la relativité... je vais même faire un peu une approche un peu historique pour expliquer d'où ça vient. Oui. Donc, 17e siècle, on a Newton qui formule les premières lois de la mécanique, donc ce qu'on appelle les lois de Newton.
Donc le fameux F égale ma, la force égale la masse fois l'accélération. Donc ce sont ce qu'on appelle les lois classiques de la mécanique. Et il formule également une loi de la gravitation, le fameux M1 M2 sur R carré fois la constante de gravitation, pour ceux qui connaissent. Donc ça, ce sont les lois de Newton, et elles restent telles quelles pendant à peu près 2 siècles, on va dire, inchangées. Et donc, au 19e siècle, il y a un nouveau pan de la physique qui commence à être créé, c'est le pan de l'électromagnétisme. Notamment, on découvre la charge électrique, on découvre les propriétés magnétiques des matériaux, également comment se comportent les charges dans des champs électriques et magnétiques. Donc ça arrive à ce qu'on appelle les équations de Maxwell, donc qui sont écrites par le physicien écossais James Clerk Maxwell, qui est aux alentours de 1870, si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais c'est vers cette date-là. Donc c'est en gros la synthèse de tout ce qu'on a compris de l'électromagnétisme en 4 équations. Enfin à l'époque c'était pas 4 équations, mais aujourd'hui on les écrit en 4 équations, ce qu'on appelle les équations de Maxwell, qui synthétisent l'électromagnétisme. En fait, on s'est rendu compte que ces équations-là n'étaient pas compatibles avec la mécanique classique. Et en fait, notamment l'aspect changement de référentiel de la mécanique classique. La mécanique classique de Newton et Galilée, elle donne un temps absolu, donc pour tout observateur, qu'on soit immobile ou en mouvement. Elle donne également une loi de changement de vitesse. En gros, c'est juste une loi qui dit que si vous voyez un objet qui va à une certaine vitesse v, et que par rapport à cet objet, vous allez à la vitesse u, vous voyez cet objet aller à v-u. En gros, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est clair quand je le dis à l'oral, mais mais oui, on comprend. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait, les équations de Maxwell, elles sont incompatibles avec ça, et notamment parce qu'elles décrivent une onde, qui serait une onde d'électromagnétisme, dont la vitesse, en fait, ne change pas, quel que soit le référentiel à laquelle on le regarde. C'est-à-dire que si je vois, là, je suis mobile dans ma chambre, l'onde électromagnétique, elle est à vitesse c, soit on l'appelle c, et qu'ensuite je me déplace dans mon appartement, dans mon appart, je dois toujours aller à la vitesse c, même si je suis en mouvement. Donc ça contredit ce qu'on avait avant. Donc là, les physiciens ils se demandent, ok, c'est très bizarre. Alors il y a plusieurs pistes à aborder, notamment peut-être l'existence d'un référentiel absolu dans lequel en fait c'est que ce référentiel-là dans les équations de Maxwell sont valables. Voilà, il y a plein de pistes. Et la solution à ça, elle a été apportée. Donc en réalité, il y a plein de petites pierres qui ont été posées par des physiciens au fur et à mesure. Mais on va dire que vraiment la solution finale, elle a été apportée par Einstein en 1905. Où il introduit du coup ce qu'on appelle maintenant la relativité restreinte. En fait, il change les lois de changement des référentiels en partant du postulat. En fait, il part comme postulat qu'on a cette vitesse qui est invariante, qui va du coup en fait être au final la vitesse de la lumière. On a découvert entre-temps que les ondes électromagnétiques correspondaient effectivement à la lumière, en fait, qu'on voit. Également tout un autre spectre qu'on ne voit pas à d'autres longueurs d'onde. Et donc Einstein, il part de ce postulat et il montre qu'en fait, on peut changer les lois de changement des référentiels de telle façon qu'aux petites vitesses, en fait, on retrouve en bonne approximation ce qu'on connaît. Mais par contre, quand on s'approche à des vitesses proches de celles de la lumière, en fait, on doit changer ça, et notamment, on a des effets un peu spéciaux, on n'a pas forcément l'intuition basse, qui sont une dilatation du temps et une contraction des longueurs, quand même certaines vitesses. C'est-à-dire que du point de vue de quelqu'un qui est immobile, si il y a quelqu'un d'autre qui va à des vitesses qui commencent à s'approcher de la vitesse de la lumière, le temps qui passe pour cette personne qui va vite va aller moins vite que la personne qui reste immobile. Et inversement, ça marche dans les deux sens. C'est ça qui est assez contre-intuitif au premier abord. Pour la personne qui va vite, quand elle nous regarde, nous, c'est nous qui allons vite. Et en fait, de son point de vue, nous aussi, on va moins vite. Alors, on a l'impression que c'est contradictoire, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que ce qui se passe, c'est que l'ensemble des instants qui sont au même moment pour moi, là, c'est pas les mêmes instants qui sont au même moment pour lui. En fait, il y a une sorte de brisure de la simultanéité. Donc voilà, il y a plein de choses étranges qui arrivent avec ces théories, mais ça reste une théorie cohérente et ça marche aux petites vitesses. En fait, c'est vrai que c'était la bonne solution et qu'on a ensuite réussi à vérifier les prédictions de dilatation du temps et de contraction des longueurs. Qu'elles sont effectivement lieu. Maintenant, problème. Donc Einstein a changé la façon dont on change les référentiels avec la relativité restreinte. Problème, c'est la loi de la gravitation de Newton. Pourquoi ? Parce que la loi de la gravitation de Newton, elle décrit un phénomène qui se propage instantanément. C'est-à-dire que si j'ai une planète très loin dans l'univers qui bouge, la force de gravité qu'exerce cette planète sur moi, elle va instantanément bouger. Or, la théorie de la relativité restreinte, une des conséquences, c'est que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, aucune information ne peut être transmise plus vite que la vitesse de la lumière. Donc là, on se rend compte que, ok, la théorie de la gravitation, peut-être que c'est pareil. En fait, on n'a qu'une approximation aux petites vitesses, il faut trouver une loi plus générale. Et donc là, ça va prendre 10 ans, Einstein, pour arriver à concilier la gravitation avec sa relativité restreinte. Donc,
pour résumer un peu, il avait d'abord pris une autre approche où en fait il essayait de construire l'équivalent d'un champ magnétique pour la gravitation, mais en fait ça ne marchait pas. Et donc en fait, il a pris comme base la loi de la chute des cordes de Galilée, qui dit que si on lâche une plume ou on lâche un boulet de canon, il tombe à la même vitesse. Et là, il s'est dit, ok, c'est surprenant quand même cette équivalence. Parce que par exemple, pour une charge électrique, ça ne marche pas. Si une charge électrique est plus chargée qu'une autre, dans un même champ électrique, elle va aller plus vite. On n'a plus cette équivalence-là. Donc il se dit, ok, il y a quand même quelque chose de différent qui fait qu'en fait, au final, toutes les forces sont identiques. Il va formuler ce qu'on appelle un principe d'équivalence plus grand, qui est en gros l'idée que dans un champ gravitationnel, localement, en fait, on ne peut pas savoir qu'on est dans un champ gravitationnel parce qu'en fait, tous les objets sont accélérés de la même façon. Et de ça, il va construire petit à petit l'idée qu'en fait, la gravitation n'est pas vraiment une force, c'est en fait un artefact de force qu'on a l'impression que c'est une force, mais en réalité, c'est uniquement un phénomène purement géométrique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la matière ne va pas exercer de force, mais en fait, va courber l'espace-temps. Et en fait, on se déplace toujours en ligne droite, mais sur cet espace-temps courbé, ce qui fait que, par exemple, si je prends une sphère, alors j'en ai pas là, mais imaginons qu'il y a une sphère. Si on prend deux lignes droites sur une sphère, à un moment, les lignes droites, elles vont pouvoir se recouper, même si initialement elles sont parallèles. Voilà, ben en fait, c'est ça l'idée. C'est si les objets sont attirés les uns les autres, c'est parce qu'en fait, ils continuent d'aller en ligne droite, mais sur un espace-temps courbé. Alors j'insiste, c'est bien l'espace-temps qui est courbé, c'est pas l'espace. Donc c'est l'espace qui inclut le temps, donc un espace en 4 dimensions qui est courbé. C'est important parce qu'en fait, aux faibles gravités, c'est surtout le temps qui est courbé. Je veux dire, là, je suis sur Terre, je suis dans le champ gravitationnel de la Terre. Par exemple, mon téléphone qui est droit, on le voit toujours droit. On le voit pas courbé. Par contre, si je le lance, voilà, là, il a une apparence courbée. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment la dimension du temps qui est courbée. Les faibles champs, il faut vraiment s'approcher de grands, on va dire, d'objets très très massifs, par exemple les trous noirs, pour que la courbure de l'espace aussi ait une importance. Donc, mais dans tous les cas, c'est une courbure de l'espace-temps en général. Donc c'est ça qui donne naissance à la gravitation, et donc ça explique pourquoi en fait la force de gravitation ne dépend pas de la masse de l'objet. C'est parce que quelle que soit la masse de l'objet, en fait, ça ne change pas qu'une ligne droite c'est une ligne droite en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la relativité générale. En gros, il généralise la relativité restreinte à des espaces courbes qui donnent naissance à la gravité. Donc la restreinte, c'est 1905 et la générale, 1915, puisque tu as parlé de 10 ans. Ouais, c'est ça, 1915. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ton discours. Alors déjà, je trouve que c'est bien expliqué, c'est vrai. Merci. Alors, je connaissais pas toute l'histoire, enfin, j'avais lu 2-3 trucs, mais c'est vrai que ça remonte un peu. Il y a quelque chose que tu décris très bien, et pour revenir à la notion même de recherche, c'est le temps qu'il a fallu entre le XVIIe siècle et puis le XXe siècle qu'Einstein. Tu as parlé de quelques physiciens qui apparaissent, des théories qu'il a pris aussi avec Galilée, etc., où il regarde tout ça, et on voit en fait le continuum de la recherche. C'est-à-dire que c'est pas juste un instant T, quelqu'un qui pense un truc et tout d'un coup, c'est vraiment un continuum, et puis le temps, et ça c'est quelque chose d'important. J'ai une question à te poser, alors peut-être tu n'es pas au courant de ça, ouais. mais moi, tu sais, je regarde un peu aussi la désinformation pour essayer de lutter contre, etc. Et il y a une théorie qui court, alors c'est une théorie chez les antisémites surtout, qui dit qu'en fait Albert Einstein n'a rien inventé, il a tout récupéré de Poincaré. Alors effectivement, c'est pas la première fois que j'entends ça, et comme tu le dis, je l'ai déjà entendu notamment dans des milieux d'extrême droite qui popularisaient cette théorie. Alors donc, comme je l'ai dit, Einstein a apporté la solution en 1905, mais d'autres choses avaient été faites avant. Et notamment, je citerai deux noms principaux qui sont Poincaré et Lorentz aussi. Ok. Et donc effectivement, Einstein n'a pas tout construit de rien. En fait, comment expliquer exactement la différence entre leurs travaux? En gros, donc comme je disais, les équations de Maxwell, on trouvait qu'elles n'étaient pas cohérentes avec les changements de référentiel de Galilée et Newton. Donc une des solutions, c'était ce qu'on appelait l'éther luminifère, en fait une sorte de référentiel absolu dans lequel se déplaçait la lumière. Et Lorentz avait pris les équations de Maxwell et il avait commencé à regarder un peu ce qui se passait si nous on bougeait par rapport à le fameux éther luminifère qui au final n'existe pas du coup, mais c'était une théorie tu peux rappeler ce que c'est, parce que l'éther j'avais entendu parler, l'autre nom, qu'est-ce que c'est exactement ça? En gros l'idée c'est que donc, les équations de Maxwell, en fait ils ont postulé à l'époque que les équations de Maxwell n'étaient valables en réalité que dans un référentiel absolu, en fait une sorte de référentiel absolu qui serait par exemple fixé par un fluide dans lequel se déplacerait la lumière. Okay. Et donc en fait,
ce serait un référentiel privilégié en quelque sorte. Et en fait, les autres référentiels seraient en mouvement par rapport à l'éther, donc il y aurait une sorte de brisure on va dire de l'aspect relatif en fait. Donc l'éther, ce serait vraiment ce référentiel absolu postulé à l'époque dans lequel se déplacerait la lumière pour essayer de réconcilier un peu les équations de Maxwell avec la mécanique. Et donc, Lorentz alors je connais pas du tout en précision ses travaux, mais en gros, ce qu'il a fait, si je me rappelle bien, c'est qu'il a essayé de voir ce qui se passait quand nous, on bougeait par rapport à l'éther. Et en regardant l'aspect mathématique des équations de Maxwell, on a essayé. Alors, il a postulé à l'époque justement une contraction de l'éther qui peut un peu s'apparenter à la contraction des longueurs qu'on a avec la relativité restreinte. Et en faisant des calculs mathématiques, notamment en étudiant l'aspect mathématique des équations de Maxwell, est arrivé en fait aux lois de transformation de référentiel auxquelles les mêmes que Einstein a trouvé dans son papier à lui un peu plus tard. C'est pour ça qu'en fait on les appelle les transformations de Lorentz encore aujourd'hui, pas celles d'Einstein. Parce qu'il les avait avant, mais il les avait dans un cadre théorique différent. Donc on sait aujourd'hui que l'éther n'existe pas. Mais en fait c'est parce que en fait, ce qui lui a permis de les déduire, c'était vraiment uniquement l'aspect mathématique des équations de Maxwell, leur structure mathématique, et donc au final, ça donne les mêmes transformations. Poincaré est arrivé aux mêmes transformations. Alors, je ne me rappelle plus quelle était sa méthode à lui, mais en tout cas, je sais que par une certaine méthode, il était pareil arrivé aux transformations de Lorentz. Il les avait établies, encore une fois, avant Einstein. L'aspect, on va dire, innovant d'Einstein, c'est que lui, il prend le chemin inverse. Lui, il enlève l'éther luminifère. Pour lui, on ne regarde pas ça. Il prend comme postulat fondamental que la vitesse de la lumière est invariante dans tous les référentiels. Et en fait, il montre qu'en partant de ce postulat, on arrive encore une fois à ces transformations-là. C'est ça l'aspect original d'Einstein. En fait. C'est vraiment le chemin de la preuve. C'est pas le résultat final, c'est le chemin de la preuve qui est original chez Einstein. Et tout l'aspect, on va dire, épistémologique derrière, donc le fait que du coup on n'a plus besoin d'un éther en fait, ça qui est original et c'est ça qui on va dire tranche vraiment avec ce qui se faisait avant. C'est pour ça qu'on considère que c'est Einstein qui a créé la théorie de la relativité. C'est même, c'est dans les cas c'est lui, on ne parlait pas de la relativité restreinte avant Einstein. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis, c'est la différence entre le résultat et le raisonnement. Ouais, effectivement, parce que je suis en train de réfléchir. En fait, il y a d'autres exemples qui ressemblent un peu. Mais j'ai envie de dire, ça rejoint un peu la problématique actuelle de la matière noire où on a un résultat, on a une explication on ajoute de la matière invisible, ou il y a également des gens qui travaillent sur des modifications de la gravité. On essaye de trouver plusieurs possibilités qui, au final, donnent le même résultat observationnel. Et donc, le truc, c'est qu'il y a évidemment une différence fondamentale entre les deux, même si à la fin, ça donne le même résultat. Et on aimerait bien savoir quel est fondamentalement le plus juste. Je veux dire, c'est un peu pareil à l'époque, en fait. Même si on a le même résultat, qui sont que pour que les équations de Maxwell marchent, il faut cette transformation-là. On veut savoir pourquoi on les a, en fait. Et donc, c'est pour ça que le chemin de construction, on va dire, est important. C'est une très bonne chose. Et donc, à partir de la théorie de la relativité générale, on déduit ou on invente ou comment les trous noirs apparaissent à partir de là? Alors, ça vient bien d'ici ou il y a un chemin? Bien sûr, ouais. Alors, en fait, c'est même très rapide. Du coup, 1915, Einstein publie la relativité générale, notamment les équations d'Einstein, qui sont en gros les équations qui décrivent comment l'espace-temps se courbe avec la matière. Et une année plus tard, 1916, il y a un certain Schwarzschild qui publie la première solution des équations d'Einstein. C'est-à-dire, on a des équations, donc des équations, on cherche une solution. En gros, on cherche vraiment un espace-temps qui résout cette équation. Et donc, le premier espace-temps qui a été trouvé, donc, on parle de métrique. En fait, la métrique, c'est l'objet qui décrit l'espace-temps. Et donc, Schwarzschild a découvert cette première solution l'année d'après, en 1916, et il est publié donc ce qu'on appelle la métrique de Schwarzschild. Donc, la métrique de Schwarzschild, ça décrit l'espace-temps courbé par une masse qui est infinie. On va dire on fait l'hypothèse que toute la masse est comprise uniquement dans un point central au milieu, et on veut étudier quel est l'effet de cette masse autour. Donc, en fait, c'est l'espace-temps en dehors de la masse en question. Donc, les hypothèses, en fait, c'est qu'on veut une symétrie sphérique de notre espace-temps. En gros, on veut. Oui, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est quel est l'espace-temps qui est créé par un objet à symétrie sphérique de masse m homogène. Voilà, donc c'est un objet très simple, mais ça va permettre de faire des bonnes approximations après.
Donc, a priori, quand il fait ça, lui, il a en tête plutôt une étoile, une planète. C'est quoi le champ créé par une étoile, une planète? Donc, il publie ça, et en fait, ça marche très bien. Hein. On voit l'espace-temps qui est créé par un objet sphérique, en gros. Et ça correspond on va dire aux faibles masses, à la loi de Newton. Maintenant, il se passe un truc étrange, c'est que pour des objets, donc imaginez qu'on fixe la masse, donc comme je l'ai dit, en fait, sa métrique est valable qu'en dehors de la masse. Quand on entre à l'intérieur de l'objet, ça ne marche plus. Mais si on prend un objet donc de même masse, mais très très petit, en fait, il y a un moment où dans les coordonnées, on a quelque chose qui tend vers l'infini. Où en fait, on a une sorte de singularité. Alors à l'époque, ça intrigue beaucoup les gens théoriquement. Et en fait, on se rend compte que cet objet, on a l'impression que ça décrit en fait ce qu'on appelle un horizon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on traverse, on va dire le rayon R où on a le problème de coordonnées, une fois qu'on le traverse, à l'intérieur, on peut plus en sortir. Donc ça décrit en fait un trou noir. En fait, le nom de trou noir, il existait déjà parce que en fait, le concept du trou noir, c'est juste le concept d'un objet tellement massif que même la lumière ne peut pas s'en sortir. Ok. Et j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est vrai. Donc un trou noir, vraiment, le concept initial d'un trou noir, c'est un objet qui est tellement massif que même la lumière ne peut pas en sortir. Et ça, c'est un concept de 1916, tu dis? Alors, en fait, le concept de trou noir en tant que tel, il existait déjà parce que juste avec la gravitation de Newton, on peut postuler qu'un objet peut-être être tellement massif que la lumière ne peut pas s'en échapper. Le problème, c'est qu'à l'époque, en fait, on connaît très peu la lumière, notamment on connaît assez peu sa vitesse. Notamment, on ne sait pas aussi, par exemple, que sa vitesse est invariante. Et on ne sait pas non plus que la véritable nature de la lumière entre une particule, une onde, etc. Il y avait tous ces problèmes-là. Donc à l'époque, ouais, on peut postuler peut-être qu'un objet est tellement massif que même la lumière ne peut pas sortir, mais c'est difficile de voir exactement comment un tel objet peut exister. Ok. Et donc en fait, mais le mot trou noir existe déjà, quoi. L'idée que peut-être des objets sont tellement massifs que la lumière ne peut pas s'en échapper, c'est une idée qui existe déjà, mais je ne sais pas trop quelle forme elle peut prendre. Et donc là, ce que Schwarzschild semble décrire avec sa solution, c'est que sous certaine taille, les objets créent ces sortes de trous noirs, en fait. Ok. Et donc, on a en quelque sorte une instantiation du trou noir dans la théorie d'Einstein. Bon, à l'époque, les gens sont un peu sceptiques, notamment, je me souviens plus de la citation exacte, mais Einstein avait dû dire quelque chose du style « Je ne pense pas que la nature ait créé de tels monstres ». Je suis plus sûr des mots exacts, mais c'était quelque chose comme ça. Comme ça. Ok. Voilà. Parce que, enfin, pour donner un ordre de grandeur, pour que pour faire un trou noir avec la masse du Soleil d'après la théorie de Schwarzschild, il faut mettre tout le Soleil dans 3 km de diamètre. Ou de rayon, l'un des deux, je sais plus. Voilà, donc on se dit, c'est assez peu probable que ça arrive quand même. Quand on voit nos objets dans notre système solaire, on se dit c'est bizarre. Bon, du coup, donc ça c'est à l'époque. Et en même temps, faut comprendre aussi que à l'époque où Schwarzschild publie sa solution, on va dire tout l'aspect mathématique derrière la relativité générale, c'est pas encore très bien compris. Donc on n'est pas sûr de comprendre très bien les implications exactes de cet horizon des événements, donc comme on appelle ça, donc qui est en fait le rayon du trou noir. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, comment l'interpréter. Donc tout ça, il a fallu beaucoup de travail théorique et mathématique derrière pour un peu mieux comprendre exactement ce qui se passait. Vraiment bien comprendre également exactement en fait c'est quoi cette structure d'espace-temps qu'on décrit. Et donc on va dire ça, c'est tout la première moitié du XXe siècle. À la fin de la première moitié du XXe siècle, mathématiquement, on a déjà un peu mieux compris. Mais donc voilà, c'est quand même passé beaucoup de temps. Mais bon, là, on arrive à un moment où on comprend à peu près exactement qu'est-ce que décrit la métrique de Schwarzschild. Donc on se rend compte qu'effectivement, la métrique de Schwarzschild décrit un objet qui s'apparente à un trou noir. Maintenant, la question, c'est est-ce que cet objet existe? Voilà. Alors, je n'ai plus les dates exactes. Mais donc, à partir de ce moment-là, on commence à les chercher, les trous noirs. Et la première détection... On commence à les chercher, pardon, mais au hasard, ou on a des idées de coordonnées, de trucs plus précis? Alors, je ne saurais pas répondre précisément parce que je connais pas très bien l'histoire. J'imagine qu'on ne doit pas les chercher au hasard, ça m'étonnerait. Ok, ça marche. Du coup, donc, je disais... donc à la fin de la première moitié du XXe siècle, on a à peu près compris théoriquement ce que décrivait la métrique de Schwarzschild pour un trou noir. On a même également en fait eu d'autres solutions, notamment des trous noirs qui tournent, etc. Donc théoriquement on les avait. On commence à les chercher. Donc la première détection d'intérêt d'un trou noir
Du coup, j'ai pris la date sous les yeux, c'est 1971. Ok. C'est ce qu'on appelle Cygnus X1. C'est en fait vraiment c'est une sorte de rayon X localisé en un point précis. Et en fait, alors je sais plus si on l'a Et montré. ça, c'était la question, c'est vrai. C'était de savoir Voilà, comment on qu'est-ce qu'on commençait à cherchait en fait. chercher. Voilà, Ouais. c'est ça. Alors du coup, je ne sais plus s'ils avaient déjà prédit avant qu'on pouvait détecter les trous noirs avec des rayons X ou si c'est qu'ils s'en sont rendus compte après. Je ne sais plus. Mais en tout cas, dans les faits. En fait, ce qui se passe, c'est qu'autour du trou noir, on a la matière qui va tourner du coup autour de plus en plus vite et elle va être être de plus en plus énergétique. Et du fait d'être très énergétique, ça va émettre des rayons X, donc qui sont des rayons très énergétiques. Et, donc ça, c'est vraiment une signature d'un trou noir. Donc c'est comme ça qu'on détecte le premier trou noir. Donc Cygnus X1, c'est-à-dire que Cygnus c'est dans la constellation du Cygne, hein, c'est juste l'endroit où on le voit dans le ciel, et X1 parce que c'est une source de rayon X et c'est la première. Voilà, à cet endroit. En gros. Donc ça c'est le premier trou noir détecté, mais du coup on peut dire que c'est une détection indirecte. Du coup on n'a pas vraiment vu le trou noir en tant que tel, on a vu qu'il envoie des rayons X. Donc si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'on a détecté d'autres trous noirs pendant un moment. Ensuite, ce qu'on a vu aussi, c'est on a commencé à regarder au centre de la Voie lactée parce que on s'est rendu compte que il y avait forte probabilité qu'il y ait un trou noir à cet endroit, notamment un trou noir supermassif en fait. Des trous noirs au centre des galaxies sont des trous noirs beaucoup plus gros que ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, qui sont les trous noirs formés par effondrement d'étoiles. Je pourrais y revenir. Et donc en fait, on voyait pas le trou noir, donc le trou noir est noir, on le voit pas. Par contre, ce qu'on voyait, c'est la trajectoire des étoiles au centre de la galaxie. Et en analysant la trajectoire des étoiles au centre de la galaxie, on voyait que vraiment au centre, elle semblait décrire une orbite autour d'un objet très très massif. Et en analysant les orbites, on peut retrouver la masse d'un tel objet. Et donc on a fortement, on va dire, postulé que cet objet, c'était un trou noir supermassif au centre de la galaxie. Et donc très récemment, on a deux nouvelles méthodes pour voir les trous noirs. Il y a des méthodes d'imagerie directe de trous noirs, où notamment on a les premières photos de trous noirs qui sont arrivées récemment. Donc quand je dis récemment, c'est-à-dire dans les dernières 5-6 ans. Je sais plus quand c'était la première. Je crois que c'est 2017 la première, mais je ne suis plus sûr. C'est des années comme ça. Donc là vraiment, on est capable de faire des images directes de trous noirs en utilisant en fait plein de télescopes répartis sur Terre qui font plein d'images. Et donc bon, dans les faits évidemment, ce qu'on voit c'est le disque d'accrétion, c'est-à-dire la matière autour qui tourne. Et on voit qu'au milieu, on voit un rond noir qui en fait correspond au trou noir, mais qu'on ne voit pas, vu qu'il est noir, mais on voit qu'il y a quelque chose au milieu qui est donc le trou noir, donc on a de l'imagerie directe. Et on peut calculer le diamètre du trou noir avec ça ? Normalement, oui. Ok. Alors, je suis pas du tout expert de l'analyse de ces images, mais oui, je pense, oui, normalement, je tendance à dire que oui. Et donc l'autre méthode qui est aussi récente, c'est la détection d'ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui a été prédit par la relativité générale d'Einstein en 1915. Donc en gros, c'est juste, faut voir ça comme des déformations de l'espace-temps qui se propagent, donc littéralement des ondes gravitationnelles. Et donc la première détection a eu lieu en 2015. Donc c'est marrant parce que c'est exactement 100 ans plus tard leur prédiction. Donc comment les détecte, c'est avec des très très grands détecteurs sur Terre où en fait on a bon, je vais pas décrire comment ça fonctionne précisément, je pense pas que ce soit très intéressant, mais c'est des grands bras. En fait, on veut un bras très très long. Je crois que c'est de l'ordre de 3-4 km, quelque chose comme ça. Et en gros, on voit les déformations toutes petites de ce bras sur les 3-4 km par le passage des ondes gravitationnelles. En gros, il fait ça, mais là, c'est très exagéré. On est sur des toutes petites variations, plus petites que la taille d'un atome, sur un bras de 3 km. Voilà. Donc c'est très dur à détecter, mais on y arrive depuis 2015. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a fallu beaucoup de temps parce que c'est une technologie très dure à mettre en place, mais on y arrive. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que lorsque des trous noirs vont se tourner autour, donc on a deux trous noirs en gravitation l'une autour de l'autre, et ensuite ils vont fusionner, ça crée un signal d'onde gravitationnelle très particulier. Et ce signal, on l'a détecté. On l'a même détecté plusieurs fois en fait. Et donc c'est une preuve directe en fait de l'existence des trous noirs, et même ça conforte que la théorie qu'il est décrite, c'est-à-dire la relativité générale, est plutôt correcte parce qu'on retrouve exactement le bon signal en fait dans les ondes gravitationnelles. Donc ça c'est un domaine qui est énormément en expansion en ce moment, la détection par ondes gravitationnelles, parce que donc ça nous permet
détecter énormément de trous noirs. C'est pour ça que la plupart des trous noirs ont été détectés aujourd'hui, maintenant, avec les ondes gravitationnelles. Et également, on peut analyser, on va dire, d'autres objets que les trous noirs, parce que notamment ce qu'on appelle les étoiles à neutrons, qui sont en fait des objets très massifs, mais qui sont, on va dire, pile pas assez massifs pour former un trou noir, mais on va dire c'est les deuxièmes objets les plus massifs après les trous noirs. Ok. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les étoiles à neutrons. C'est pareil, c'est en fait, des étoiles en fin de vie qui se sont effondrées, mais elles étaient presque pas assez massives pour faire un trou noir, du coup elles ont formé ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Pareil, ce sont des objets très massifs et qui émettent des ondes gravitationnelles également, donc ça on arrive à les étudier avec ça aussi. Également, les ondes gravitationnelles ouvrent les portes de l'étude des objets, on va dire, de l'univers primordial, des premiers instants, parce que notamment... Alors, tu nous parlais d'étoiles à neutrons, d'effondrement d'étoiles. Est-ce que tu peux nous dire un peu les types d'étoiles qu'il y a et qu'est-ce que c'est qu'un effondrement d'étoiles, s'il te plaît? Ok, oui, bien sûr. Alors, pour les types d'étoiles, je suis pas très calé, j'avoue, dans la matière. Enfin, je suis pas du tout spécialiste de physique stellaire, donc je pourrais pas répondre très précisément, mais je peux expliquer ce qui se passe effectivement en fonction de la masse des étoiles et de leur vie. Donc, l'idée, c'est que déjà, plus une étoile va être grande, plus en fait sa vie va être courte, parce que en fait, comment fonctionne une étoile? Une étoile, c'est donc un objet très massif qui est principalement constitué de plasma, c'est-à-dire que les électrons ne sont plus reliés au noyau des atomes. Donc ça fait une sorte de bouillie où tout se mélange, si je puis dire. Et donc, une étoile, c'est très massif. Donc sous l'effet de la gravitation, elle va avoir tendance à s'effondrer. Qu'est-ce qui fait qu'une étoile, ça ne s'effondre pas? C'est que dans son cœur, il va y avoir des réactions nucléaires, donc de fusion des noyaux d'atomes, et ça libère de l'énergie. Cette énergie contrebalance l'effondrement gravitationnel. Donc ça, c'est une étoile pendant sa vie. Donc plus elle est grosse, plus la gravité est forte, donc plus on a besoin d'une activité de fusion nucléaire importante pour contrebalancer cet effondrement gravitationnel. Le problème, c'est qu'à un moment, l'étoile va avoir épuisé tout son carburant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut fusionner uniquement les atomes les plus légers. Donc, quand elle fusionne les atomes légers, ça fait des atomes de plus en plus lourds. Et à partir d'un certain stade, les atomes plus lourds, ils n'arrivent plus à fusionner efficacement. En gros, en fait, on va jusqu'au fer. Et le fer, c'est l'élément le plus stable. Quand on arrive au fer, on ne peut plus fusionner. Donc, quand l'étoile n'a plus de carburant, ne peut plus faire de fusion nucléaire, elle ne libère plus d'énergie. Et donc, c'est l'effondrement gravitationnel qui reprend le dessus. Et l'étoile s'effondre. Donc, comme je disais, les étoiles les plus grosses consomment plus vite leur carburant, donc elles s'effondrent plus vite. Inversement, les étoiles les plus petites vont vivre beaucoup plus longtemps. Et donc, à la fin de la vie, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer pour l'étoile en fonction de sa masse. Grosso modo, l'idée, c'est que plus elle est massive, plus l'effondrement va être important et va libérer plus d'énergie. Pour les petites étoiles, l'effondrement en fait va être très calme et ça va juste former ce qu'on appelle des naines brunes ou des naines blanches qui sont des sortes de cadavres d'étoiles éteintes, en gros. Okay. On va juste avoir de la matière qui n'émet plus vraiment d'énergie. On a une étoile éteinte. Pour les étoiles plus massives, par contre, on va avoir effectivement ce qu'on appelle les supernovas, où en fait, au moment de s'effondrer, elles vont en même temps expulser énormément de matière. Donc ça fait une sorte d'explosion. Donc c'est ça qu'on appelle la supernova. Et en même temps, donc certaines étoiles, en s'effondrant, le cœur va s'effondrer, et donc celles qui sont pas assez massives pour former un trou noir vont former donc, comme ce que j'ai dit, des étoiles à neutrons. Donc on appelle donc étoiles parce qu'en fait c'est des cadavres d'étoiles, même si ça ressemble plus à des étoiles. Et une étoile à neutrons, c'est en fait la matière qui reste va tellement se comprimer sur elle-même que les protons, qui sont des particules fondamentales, enfin presque, vont se transformer en neutrons. Ouais, et en fait, c'est vraiment uniquement donc, qui est une autre particule fondamentale. C'est les particules qui composent les noyaux des atomes, les protons et les neutrons. D'accord. Voilà. Un atome, c'est un noyau de protons et de neutrons et des électrons qui tournent autour, entre guillemets. Donc les électrons, ils s'en vont. Et les protons se transforment en neutrons. Et donc, en fait, ça donne juste un objet compact, uniquement constitué de neutrons et très, 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 très massif. Genre, ça reste un objet très dense. Et quand la masse de l'étoile est encore un petit peu plus élevée que ça, alors là, même l'étoile à neutrons, en fait, est tellement massif que même le fait que tout soit transformé en neutrons et que, en gros, on arrive vraiment à un cas où, genre, c'est pas vraiment ça qui se passe, mais pour imaginer, je veux dire que les neutrons se touchent les uns les autres et on ne peut pas plus se compactifier, sauf que si la masse est encore plus élevée que ça, même ça n'arrête plus la compactification, ça s'effondre encore plus et donc ça passe sous le rayon critique qui fait que l'objet devient un trou noir. Donc là, on obtient un trou noir.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, donc les trous noirs issus de fin de vie des étoiles. Donc la masse du trou noir, au final, ça reste grosso modo la masse de l'étoile initialement. C'est juste que la masse est comprimée dans un espace beaucoup plus petit. Mais ça reste une masse similaire à la masse de l'étoile initialement. Alors pour donner des ordres de grandeur, le Soleil, lui, deviendra une naine blanche à la fin de sa vie. C'est pas une étoile assez massive pour former ni une étoile à neutrons. C'était une question que j'avais après. Ok, voilà. Donc non, le trou noir, ça reste une petite étoile. C'est pas une très grande étoile. Le Soleil reste une petite étoile. Ok. Comment on a calculé d'ailleurs la vie du Soleil, la vie qui lui restait par rapport à l'énergie qu'il émet? Ouais, c'est ça. En fait, on peut mesurer l'énergie qu'il émet. Normalement, on pense avoir bien compris ce qui se passe dans le Soleil. Donc, en faisant les calculs, on remonte à sa vie, en sachant qu'il faut aussi calculer à quelle période de sa vie il est, genre combien de vie il a déjà vécu. Et ça, on remonte à l'âge du système solaire grâce à l'analyse plutôt une analyse géologique en fait. Ça revient à mesurer l'âge de la Terre, l'âge du système solaire, parce qu'ils sont dans les modèles de formation du système solaire, ça se forme à peu près en même temps. Donc voilà. Donc si on connaît son âge et qu'on connaît sa durée de vie totale, on peut remonter au temps qu'il lui reste à vivre. Okay. Voilà. Donc oui, voilà. Donc je disais, je parlais des trous noirs stellaires, qui sont donc les trous noirs issus des fondements d'étoiles. Les trous noirs qui sont notamment au centre de notre Voie lactée et des autres galaxies, c'est pas des trous noirs stellaires. C'est des trous noirs hypermassifs qui sont des millions de fois plus massifs en fait qu'une étoile qui donne un trou noir. Et eux, on n'est pas encore sûr de savoir comment ils se sont formés. Okay. C'est peut-être par fusion de plein de trous noirs au fur et à mesure de l'histoire de l'univers, mais c'est pas dit que ça suffise à expliquer une masse aussi élevée. Donc ça reste encore quelque chose en étude, de savoir comment se forment les trous noirs supermassifs au centre des galaxies. En tout cas, c'est pas uniquement un trou noir issu de l'effondrement d'une étoile. Il ne peut pas y avoir d'étoiles qui fassent plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Alors quand tu dis au niveau de la fusion des trous noirs, on parle sur une échelle de temps de combien d'années? Parce que ça me paraît quand même assez long de fusionner les trous noirs, et puis on sait que l'univers a quoi, une 15 milliards d'années, je crois qu'on dit, quelque chose comme ça? C'est 13,8 milliards d'années, l'univers. Non, en réalité, en fait, ils vont se tourner autour pendant longtemps. Oui. Mais en fait, ils tournent autour, ça émet des ondes gravitationnelles. Et en fait, les ondes gravitationnelles, en quelque sorte, portent de l'énergie. Et donc, en faisant ça, ça diminue l'énergie des trous noirs. Donc, ils vont avoir tendance à se rapprocher, vu qu'ils ont de moins en moins d'énergie pour être loin. Par contre, à partir du moment où ils fusionnent, non, c'est très très rapide. C'est de l'ordre de la seconde. Ok. Ah, on est sur ces échelles-là, de l'ordre de la seconde, d'accord. Ah, je voyais quelque chose de beaucoup plus lent. Enfin, ouais, ok. Ah oui, non, vraiment pas. Alors, il y a quelque chose que j'ai lu récemment sur le Big Bang. Tu vas me dire si, alors sur la théorie du dans le début de l'univers. Ça, je ne le savais pas, donc je te pose la question, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est qu'on ne peut pas remonter au-delà de 10 puissance moins 44 secondes. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, s'il te plaît? Alors, du coup, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Ok. Donc, en gros, en fait, donc l'idée qui est un peu, on va dire, le problème de toute la physique moderne, c'est qu'on ne sait pas comment traiter en même temps la gravitation avec la relativité générale et tout l'aspect, en fait, les trois autres interactions qui sont l'électromagnétisme, l'interaction forte et faible, qui sont des interactions qui existent entre les particules élémentaires. Je ne vais pas détailler. Donc, en fait, on a ces trois interactions d'un côté, et on a la gravitation de l'autre. En fait, on ne sait pas comment traiter ces quatre interactions en même temps. Donc, ce qu'on fait, c'est soit aux très grandes échelles de la taille de l'univers, en fait, les trois autres, elles se jouent quasiment pas. Donc, on a juste à s'intéresser à la gravitation. Et au contraire, quand on regarde les particules élémentaires très petites, la gravitation ne joue quasiment pas. Et on a juste à regarder les trois autres qui nous intéressent. Maintenant, le problème, c'est que quand on remonte l'histoire de l'univers, hop, comme il est en expansion, si on joue le film à l'envers, il rétrécit, quelque sorte, entre guillemets, plutôt il se contracte. Et en fait, l'échelle de Planck, c'est l'échelle de temps où en fait l'univers est arrivé à un stade où la gravitation a lieu aux mêmes échelles que les trois autres interactions. Okay. Donc en fait, on ne peut plus ignorer l'une par rapport à l'autre et vice versa. On est obligé de traiter les quatre en même temps et ça, on ne sait pas faire à l'heure actuelle. D'accord. D'où ceci. C'est très intéressant comme point. Tu es vraiment passionné. On sent vraiment la passion quand tu parles. C'est incroyable. J'ai une question à te poser par rapport à toutes les connaissances que tu as et vraiment, je me régale de cette interview.
Est-ce que tu as tout appris en cours ou est-ce que tu as lu aussi des livres, par exemple Kip Thorne ou ce genre Alors, d'auteur? ouais, alors, du coup, j'ai pas lu Kip Thorne en particulier, mais effectivement, j'ai lu beaucoup de vulga, et notamment Mhm. aussi beaucoup sur YouTube, de vidéos de vulgarisateurs. Alors, souvent, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des vidéos de vulga qui parlaient des trucs dans un premier temps. Mhm. Donc, à l'époque, pour moi, c'était la vulga, je comprenais pas tout. Et ensuite, la plupart des trucs, je l'ai revu en cours, Ok, de façon plus précise. Et donc, là, tout ce que j'ai raconté, quasiment, c'est des choses que j'ai vues en cours au final, à un moment ok. donné. Ok, est-ce que tu as comme tu parlais de vulgarisation, est-ce que tu as des Ouais. noms à conseiller au niveau YouTube pour que les gens puissent aller voir aussi? Ok, ouais, bien sûr. Alors, du coup, sur YouTube, moi, j'ai beaucoup regardé Science Étonnante, donc David Ok. Webb, Mhm. voilà, que je conseille Qui beaucoup, est, donc qui est qui est physicien physicien, aussi, hein? Oui. qui est physicien aussi, mais qui traite de plus de sujets, même si la physique, ça reste son domaine de prédilection, j'ai l'impression. Voilà. Euh, Science étonnante, je dirais, c'est vraiment abordable pour un très large public. C'est très vulgaire. Et ensuite, sinon, en chaîne un peu plus spécifique, on va dire peut-être un peu plus ardue pour tout public, il y a Mhm. Science Click, que je trouve beaucoup, qui fait de très belles animations pour Ok. faire de la vulgarisation, et donc qui est lui très orienté physique, même physique théorique d'ailleurs. Euh, Sinon, il y a aussi la chaîne Pass Science que j'aime beaucoup. Alors, je crois que c'est un ingénieur qui tient la chaîne, donc aussi plutôt côté maths physique, et donc, mais qui traite aussi pas mal de sujets assez variés, mais ça reste aussi quelque chose de un peu plus ardu, qu'on va dire, que Science Étonnante, qui est plus tout public. Voilà, donc ça c'est trois chaînes que j'ai beaucoup regardées et qui m'ont beaucoup plu. Euh, quand j'étais au collège, je regardais Y Penser aussi, mais je crois qu'il fait plus beaucoup de vidéos en ce moment. Ça, je sais pas, je l'ai regardé aussi à ses débuts, puis j'ai un peu. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup moins suivi sur la fin, mais au début je regardais Y penser, mais voilà. Donc ça c'est pour YouTube. Sinon, alors du coup, à l'époque, moi comme j'ai dit, j'aimais beaucoup Science et Vie Junior et après Science et Vie. Alors je sais que le magasin, enfin le journal a changé de propriétaire et qu'il y a eu des dramas autour de ça. Mhm. Euh, je n'ai pas lu le journal depuis longtemps, donc je ne saurais. Mhm. Je sais pas si je le conseillerais aujourd'hui parce que c'est pas J'en ai encore. parlé sur la chaîne parce que j'ai soutenu le projet Epsilon, donc des Voilà. journalistes Ok. et j'ai promu un peu ce projet-là, donc les gens qui suivent savent que maintenant Ok. CSFI est devenu Epsilon et qu'il faut Ouais, se c'est ça. mettre sur ce J'avais magazine. un peu vu ça. Bon, au final, j'ai jamais lu Epsilon parce que ouais, je sais pas. Je me suis jamais réabonné au final, mais Mhm. ok, Mhm. ça marche. Voilà. Et puis sinon, en termes de livres, peut-être, j'ai beaucoup aimé lire quand j'étais au lycée les livres de Stephen Hawking, Ok. Une brève histoire du temps notamment. Mhm. Euh, et voilà, je pense que c'est les choses principales moi que personnellement j'ai lu et que je peux recommander. Après, je sais qu'il existe plein d'autres choses. Ah si, ok, une dernière chose que j'aimerais recommander, mais qui est en anglais par contre. Donc voilà, Mhm. L'anglais, c'est la série Cosmos de Carl Sagan. D'accord. Donc c'est une vieille série des années 70 peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est un astrophysicien américain qui travaille dans l'exobiologie principalement, donc l'étude de la possibilité de la vie extraterrestre. Et donc il a fait une série de vulgarisations qui parle on va dire c'est très orienté physique, mais c'est un peu plus large. Ça parle aussi notamment d'histoire des sciences. Et il a, on va dire, une façon de raconter les choses que j'aime beaucoup. Donc voilà. Mais du coup, c'est en anglais. Donc pour ceux qui connaissent l'anglais. Eh bien, merci. Je mettrai ça en lien, en tout cas, les chaînes dont tu as parlé. Comme ça, les gens pourront s'abonner. Puis sur Twitch, on peut te voir toi. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes sur Twitch qui sont intéressantes sur le sujet? Alors j'avoue que je consomme pas du tout de science sur Twitch en fait, à part Ok. ça. Alors fut une époque où j'essaye de réfléchir. Oui, non, au final, non. Vraiment, Twitch, j'ai jamais. Parce que, en fait, de manière générale, je consomme pas énormément Twitch, mais quand je consommais, c'était pas de la science. Ok. Voilà. Moi, j'ai Donc jamais non, au mis les final. pieds dessus, donc je connais pas du tout la plateforme, mais c'était pour voir ça. Alors, merci pour ta passion. Je trouve ça formidable. Toi, qu'est-ce que, dans l'objet trou noir, etc., comme tu Ouais. étudies, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Pourquoi est-ce que tu t'es mis à vouloir faire un sujet là-dessus et puis travailler là-dessus plutôt que sur d'autres objets qu'on peut trouver par ailleurs? Ouais, ok. Alors, bon, déjà, moi, ce que je voulais faire à la base, donc, comme je disais, c'était de la physique théorique. Mhm, Et dans le pan de la physique théorique, on va dire ce qu'on appelle le domaine de la gravitation, donc tout ce qui mhm, tourne autour de la relativité générale, ça m'intéressait beaucoup. Parce que
En fait, c'est vraiment pour moi ce qui mêlait le côté astro qui me passionne beaucoup et le côté théorique qui me passionne beaucoup aussi. Voilà. Bon, je pense que si j'étais pas allé là-dedans, je serais peut-être allé du côté physique des particules, mais pareil, du côté théorique. Mais ça, vu qu'il y a le côté astro en moins, c'est ça qui me passionne un petit peu, même si ça me passionne évidemment quand même énormément. Mais voilà. Du coup, j'ai plutôt cherché une thèse dans le domaine de la gravitation. Et après, ce qui a fait que je suis particulièrement tombé là-dessus, c'est que c'est on va dire les directeurs de thèse qui m'a dit oui pour la thèse et avec lequel on s'est entendu et qu'on a pu construire le projet ensemble. Au final, c'est ça qui a été déterminant, quoi. Maintenant, plus spécifiquement, du coup, pourquoi d'un point de vue scientifique, je regarde les trous noirs, c'est parce qu'en fait, ce sont des objets à très forte gravitation. Donc c'est là où on voit le plus de choses intéressantes au final. Si on regarde par exemple le Soleil, au final, c'est à peine si on voit la relativité générale par rapport à la loi de Newton en fait. Donc c'est peu intéressant pour voir en fait encore plus d'effets. Donc au final, si on regarde les trous noirs, c'est vraiment pour aller dans les cas extrêmes parce que c'est là où les petits effets intéressants vont se faire le mieux sentir. D'accord, ça c'est très bien en fait, c'est vrai. C'est une bonne chose. Et est-ce que, alors, sans dévoiler le sujet, puisque il y a quand même des clauses de confidentialité, est-ce que tu peux nous dire en gros sur quoi tu travailles en quelques mots, pas, tu peux pas dévoiler tout le sujet, mais. Bien sûr. Après, en vrai, ça reste des recherches qui sont déjà publiées beaucoup et juste j'arrive en continuité derrière. Donc, c'est pas non plus quelque chose de très confidentiel. Personne m'en voudra Mais si ce j'en qui parle n'est un pas peu. publié, on n'a pas le droit d'en parler sur Internet, hein. Je suis assez strict là-dessus, donc. Très bien, ok. Après, de toute façon, pour l'instant, je suis encore en stage, donc je n'ai rien à publier. Donc voilà. Non, en gros, l'idée, c'est, on a la théorie de la relativité d'Einstein. La question qu'on se pose, et qu'on se pose déjà depuis un moment, c'est, de la même façon que la relativité générale était une généralisation de la loi de Newton, est-ce qu'on peut aller encore plus loin, en fait? Est-ce que, en fait, la relativité générale n'est elle-même une théorie plus spécifique à des énergies, on va dire basses, c'est que si on va à des énergies encore plus élevées, on a quelque chose d'encore plus général. La question qu'on se pose, et du coup la question c'est, ok, comment est-ce qu'on peut déjà, est-il possible de construire une théorie plus générale, sachant qu'on a énormément de contraintes? Parce que les contraintes, c'est qu'on veut que dans toutes les observations qu'on voit, ça redonne les mêmes résultats. Donc, ce qui est une contrainte extrêmement forte dans la construction de nouvelles théories. Et donc, c'est un champ de recherche très, on va dire, qui a développé beaucoup de nouvelles théories. Et derrière, on a évidemment en tête les histoires de matière noire et surtout d'énergie sombre pour essayer de comprendre ces objets qui sont peut-être en fait des artefacts théoriques et non matériels. C'est-à-dire peut-être que la matière noire, c'est peu probable, mais il reste le problème de l'énergie sombre. Alors, qu'est-ce que c'est les deux? Est-ce que tu faut que j'explique un peu ce que c'est. Du coup, parce que dit comme ça, on a l'impression que c'est la même chose, mais pas du tout. La matière noire, c'est a priori donc une matière qui existe dans l'univers, mais qui n'interagit pas du tout avec la matière qu'on connaît, mais dont on peut voir l'effet gravitationnel. Et donc c'est en fait en voyant cet effet gravitationnel qu'on a l'impression qu'elle existe, parce qu'en fait, dans certains comportements gravitationnels des objets à l'échelle de l'univers, on a des incohérences vis-à-vis de la théorie de la relativité générale. Donc, si je rappelle, la relativité générale, on l'a testée de manière très précise et très correcte sur des objets de la taille du système solaire, on va dire. Sur le système solaire, ça marche très bien. Sur les trous noirs, aux environs du trou noir, ça marche très bien. Maintenant, à l'échelle de l'univers, à l'échelle des galaxies, des amas de galaxies, on a des problèmes. Il se trouve que ces problèmes peuvent être réglés en disant qu'en fait, il manque de la masse qu'on ne voit pas. Il y a de la masse en plus qui, en fait, corrige. Et donc, si on rajoute cette masse et qu'on réapplique à nouveau la théorie, là, ça marche. Alors, en fait, pourquoi on se dit que c'est ça et pas une modification de la théorie? Parce qu'en fait, il y a plusieurs observations différentes les unes des autres qui concordent quand on ajoute la même quantité de matière noire, en fait. Okay. Donc, il y a en fait, on va dire, deux observations principales que je pourrais donner, c'est la vitesse de rotation des galaxies qui ne matche pas sans matière noire. Également, en fait, quand on fait des simulations de l'univers après le Big Bang, si on met pas de matière noire, on n'arrive pas à reproduire l'univers qu'on voit aujourd'hui. Alors que si on ajoute la matière noire, là, on reproduit quasiment très bien l'univers qu'on voit aujourd'hui avec les simulations. Mais ça reste très théorique là pour le coup. Ça reste assez théorique parce qu'on n'a pas de détection directe de la matière noire. Et le problème, c'est qu'évidemment, ça se trouve, on n'en aura jamais parce que si c'est de la matière qui n'interagit pas avec nous autrement que par la gravitation, bah, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la sentir. Donc c'est quelque chose de très compliqué.
Mais en même temps, on se dit, en fait, c'est peut-être qu'il existe de la matière qui interagit avec nous. Pourquoi il n'en existerait pas, en fait? Rien ne dit que toute la matière interagit avec nous par l'électromagnétisme ou par toutes les autres interactions. Donc on se dit peut-être qu'elle existe. Donc ça, c'est la matière noire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'énergie sombre, qui en fait n'a rien à voir, même si le nom peut sembler semblable. C'est qu'on a découvert en 1998 que l'expansion de l'univers est accélérée. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers s'expand de plus en plus rapidement. Et ça, on ne peut pas l'expliquer avec de la matière tout court, en fait. Qu'elle soit noire ou pas. En fait, on va dire que la matière ordinaire se comporte de telle façon que si l'univers s'expand, la gravité de ces objets va avoir tendance à ralentir cette expansion, pas à l'accélérer. Comme nous, on voit qu'elle est accélérée, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus. Mais cette chose, quand on parle d'énergie sombre, justement, on dit pas forcément que c'est genre un fluide matériel ou un fluide énergétique ou je ne sais quoi. C'est vraiment juste le nom énergie sombre, c'est ce qu'on donne à quel que ce soit, mais l'objet qui cause l'accélération de l'expansion de l'univers. Même si c'est pas un objet en tant que tel. Notamment, une façon de décrire une expansion de l'univers accélérée, c'est en changeant un petit peu la relativité générale, en ajoutant ce qu'on appelle la constante cosmologique, c'est vraiment un terme en plus, qui en fait change la courbure à vide de l'univers. C'est-à-dire, du coup, comme j'ai dit, la présence de masse dans l'univers va courber l'espace-temps. Maintenant, la question, c'est, OK, on met rien, est-ce qu'on a déjà de la courbure ou pas? Donc un univers à nu, vraiment sans objet, OK. Là, du coup, si on prend la théorie telle qu'Einstein l'avait formulée à l'époque, lui, il s'est dit, OK, je prends une théorie qui donne un univers plat quand il n'y a rien dedans. Et ensuite, quand on met des trucs dedans, ça courbe. Et ça, on peut le changer, on peut dire, OK, on peut changer, on peut dire que quand on met rien, on a déjà une courbure. Et que juste si on met des objets en plus, ça rajoute de la courbure en plus, qu'on a déjà une courbure de base. Et en fait, en mettant une courbure de base dans la théorie, on peut, on va dire, ça peut se traduire par une expansion accélérée de l'univers. D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expansion de l'univers, c'est une conséquence de la courbure de l'espace-temps par les objets contenus dans l'univers. Faut vraiment voir, du coup, l'univers comme étant un espace à 4 dimensions en temps. Et en fait, l'expansion de l'univers, c'est juste une courbure comme ça de l'espace-temps. C'est une conséquence directe de la relativité générale. Et donc, en mettant une courbure à vide, une courbure par défaut, on peut décrire une expansion de l'univers. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est bien ça la solution? Et donc, en ce moment, c'est on calcule, on va dire, des nombres spécifiques. On mesure des nombres spécifiques censés caractériser et savoir dire si oui ou non cette courbure à vide suffit à expliquer ou non l'accélération et l'expansion de l'univers. Est-ce que cette courbure à vide, c'est l'énergie sombre ou est-ce que l'énergie sombre, il y a aussi autre chose dedans? Voilà. Et donc, en modifiant encore un peu plus la théorie de la relativité générale, on peut, on va dire, créer des causes supplémentaires plus variées à cette accélération et l'expansion de l'univers. Et donc, l'idée, c'est que quand on aura plus d'observations, on pourra contraindre ces modifications. En fait, l'idée, c'est qu'on élargit l'espace des théories pour se créer un cadre plus global pour ensuite, avec les observations, contraindre ce cadre, en fait. Voilà, donc ça, c'est l'idée, c'est pourquoi on veut modifier la relativité générale pour toutes ces raisons-là. Donc, l'idée aussi... Ok, et dernière raison également, ça, j'en ai pas trop parlé, mais c'est ce qu'on parlait quand on parlait de l'échelle de Planck, c'est l'idée qu'avec la relativité générale actuelle, on n'arrive pas à la concilier avec les trois autres. Peut-être qu'en la modifiant un peu, on y arrivera. Voilà, c'est aussi une raison pour laquelle on cherche à la modifier. Donc l'idée étant que, enfin, aujourd'hui, la plupart des physiciens sont convaincus que la relativité générale est ce qu'on appelle une théorie effective, c'est-à-dire c'est une moyenne à grande échelle et qu'à petite échelle, justement, il y a notamment par exemple des phénomènes quantiques qui entrent en jeu qu'on n'arrive pas à voir dans la gravitation, mais qui doivent exister forcément parce qu'on sait que on sait que la matière à un moment a une réalité quantique. Donc quelque part, ça doit exister. Donc, on n'arrive pas à les concilier les deux actuellement, donc peut-être qu'en modifiant un peu la théorie, on arrivera à concilier avec la réalité quantique de la matière. Voilà. Donc ça, c'est toutes ces raisons-là qui nous poussent à modifier un peu la théorie d'Einstein, à regarder comment on peut la modifier, est-ce qu'on peut la modifier. Et donc après, on veut savoir, ok, est-ce que les modifications qu'on fait, c'est purement théorique et en vrai, on pourra jamais voir est-ce que ces modifications marchent. Alors du coup, la solution, c'est comment savoir quelle bonne modification faire. Faut regarder ce qu'elles nous disent, notamment les variations sur les objets gravitationnels extrêmes. Et donc l'idée, c'est de regarder, par exemple, les trous noirs et regarder les différences de prédiction entre les différentes théories et les contraindre, les modifications qu'on peut faire par l'observation. Est-ce qu'Albert Einstein, il a pressenti l'inflation de l'univers ou pas? L'expansion de l'univers ou pas? Alors, oui et non, d'un certain sens.
Donc Je pose la Einstein question parce que comme déjà les trous noirs, il y croyait pas trop, je me posais cette question-là. alors, faut savoir que du coup, Einstein était en vie encore quand on a prouvé, on va dire, l'expansion de l'univers. Donc, Ok, à un moment dans sa vie, il était au courant que, alors pas l'accélération, uniquement l'expansion. ok. Mhm. Mais du coup, lui, initialement, quand il a écrit la relativité générale, donc comme je dis 1915, relativité générale publiée, 1907, Schwarzschild, la première solution, et derrière, Einstein, lui, il a cherché une solution pour tout l'univers. Et lui, en fait, il a trouvé dans ses calculs l'expansion de l'univers. Ok. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas du tout encore les observations que l'univers était en expansion. Ça arrive quasiment juste après, c'est les années 20 en fait, les premières observations de l'expansion de l'univers. Là, on est juste avant les années 20, on n'a pas encore vu l'expansion de l'univers. Et donc Einstein, il se dit, ok, c'est bizarre, je trouve une expansion de l'univers avec ma théorie, sauf que a priori, nous, on la voit pas. En fait, on la voit pas encore, mais voilà. Pour lui, on la voit pas l'expansion de l'univers. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ce qu'on a fait nous très récemment. Il a ajouté la courbure à vide, mais lui, il a ajouté une courbure à vide pour exactement compenser l'expansion de l'univers qu'il obtenait pour décrire un univers statique. Donc en fait, dans un certain sens, il a trouvé effectivement sa théorie prédisait une expansion de l'univers, mais il a cherché à la supprimer, lui, Einstein, dans un premier temps. Et c'est ce qu'il a appelé plus tard la plus grande erreur de sa vie, d'ailleurs. Une citation assez célèbre. Donc, il a effectivement reconnu son erreur quand donc c'était notamment Edwin Hubble qui a découvert l'expansion de l'univers. Et donc après, on a repris justement son idée de courbure à vide, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Nous, du coup, comme je disais, c'était plutôt pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. On l'a utilisé dans l'autre sens, en fait, son idée de courbure à vide. J'aimerais qu'on parle aussi d'un truc. Alors, j'avais lu, je crois que c'est un physicien qui s'appelle Green qui avait pensé à ça, c'est les multivers. Peut-être qu'il y a plusieurs univers en parallèle. Est-ce que tu connais un peu cette théorie ou... Ouais, alors je peux un peu en parler. C'est pas vraiment une théorie, c'est plutôt ce qu'on appelle une interprétation. Ok. En fait, c'est lié à la physique quantique. Donc l'idée, c'est qu'on a la théorie de la physique quantique qui prédit notamment les états de superposition quantique, c'est-à-dire que les systèmes sont... Alors j'aime pas cette façon de dire, c'est comme ça qu'on le dit dans la vulgarisation habituellement, qui sont dans deux états en même temps. Moi, j'aime pas le dire comme ça. C'est plutôt qu'on a, en fait, on a des états en plus qui sont entre les deux, qu'on voit pas à grande échelle classiquement, et qu'en physique quantique, on a des états en plus qui sont entre les états classiques, entre guillemets. Et alors souvent, du coup, on dit on est en même temps sur l'un ou sur l'autre. C'est que l'échelle de temps est très petite. C'est pas vraiment une question d'échelle. Enfin, ouais, c'est une échelle de taille petite, et donc, en fait, quand on est à grande échelle, on a une sorte. Alors justement, c'est pas très bien compris ça, mais une sorte d'effet de moyenne, si je puis dire, qui fait qu'on ne voit que certains états, alors que quand on zoome, on voit plus d'états. Ok. Notamment, on voit des états entre les autres, c'est les fameux états, enfin les continuums d'états quantiques, et donc on parle d'états de superposition. Bon, il y a des raisons plus profondes à ça pour lesquelles on parle de superposition d'états quantiques, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, l'idée, c'est, ok, on voit que ça existe. Maintenant, c'est comment on l'interprète. Et donc, une des interprétations, c'est de dire qu'en fait, il y a plusieurs univers et que pour chaque réalisation, on va dire, comment je pourrais expliquer ça? Du coup, l'idée, c'est que si au niveau quantique, on est entre deux états classiques, quand on va faire une mesure classique, donc avec des appareils de mesure, on va se retrouver dans l'un ou dans l'autre, oui, avec une certaine probabilité. En fait, c'est là que vient la probabilité, les probabilités en physique quantique. Et donc, l'idée de l'interprétation multivers, c'est qu'en fait, chacune des possibilités classiques que donne le système quantique va se passer dans des univers différents. Ok. En gros, c'est une interprétation. Ok, c'est une interprétation et plus qu'une théorie. C'est intéressant de voir la différence entre les deux. C'est entre ça. le terme de théorie et d'interprétation, c'est pas mal. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est super intéressant. Donc, bien sûr, enfin, le problème étant, du coup, que dans tous les cas, quelle que soit l'interprétation de la physique quantique qu'on prend, on a derrière les mêmes prédictions de la physique quantique. On retrouve la même physique quantique derrière. C'est juste qu'on a des interprétations différentes. Le multivers étant l'une d'entre elles.
Et on n'a actuellement pas de moyen de trancher entre les différentes interprétations possibles. Une autre interprétation étant assez connue, c'est celle qu'on appelle des ondes pilotes de Broglie-Bohm. Je pense pas que ça vaut la peine que je rentre dans les détails. Juste en dire quelques mots, parce que j'avais jamais entendu ça, je pense que le public non plus. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, s'il te plaît? Pas rentrer dans le détail, mais juste... En fait, c'est une interprétation qui est basée sur... En fait, on reprend la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire en physique quantique, même les particules élémentaires sont décrites en fait par des sortes d'ondes. Mhm. Et l'idée de la théorie de Broglie-Bohm, c'est l'interprétation du coup, c'est qu'on met quand même des particules matérielles sur ces ondes-là et que les ondes sont uniquement des guides pour les particules matérielles. Je saurais pas rentrer plus dans les détails parce que déjà je la connais pas très bien. Non, mais d'accord, mais ça nous donne déjà une petite idée de... C'est très intéressant. J'aimerais qu'on poursuive la discussion. Et là, on va parler de quelque chose que les gens connaissent plus. C'est certains films sur les trous noirs. Ouais. On peut parler par exemple d'Interstellar, qui en parle un peu. Bien sûr. Qu'est-ce que toi tu penses de ces films-là? Est-ce que ça paraît réaliste? Est-ce que c'est un peu farfelu? Est-ce que tu peux nous dire un peu le cinéma, les trous noirs? Qu'est-ce que toi tu penses de ta vision? Parce que tu es chercheur dans le domaine et c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Ok. Du coup, je vais prendre Interstellar parce qu'en vrai, j'en connais pas vraiment d'autres de films qui me mettent vraiment en scène des trous noirs comme dans Interstellar. Alors, il y a un film qui est un peu oublié et je trouve que c'est dommage. Il y a Disney dans les années 70, fin 70, début 80, qui a tourné un film qui s'appelle Le Trou Noir. D'accord. Et tout le film se passe au bord d'un trou noir. D'accord, je ne connais pas du tout. Ok, Ce film est complètement oublié alors que c'est un Disney. Ok, c'est un film d'animation du coup? Non, c'est un film avec des vrais acteurs. D'accord. Ok, je connaissais pas du tout. Et je crois que c'est 79 ou 81, quelque chose comme ça. Ok. Et il s'appelle Le Trou Noir. Et les gens l'ont oublié, je ne sais pas pourquoi, alors que le film, je le trouve intéressant. Okay, il y a quelque chose d'assez interstellaire parce qu'il y a un petit robot et tout qui essaie d'aider les humains, tout ça. Alors, je l'ai en BD, je mettrai là, quand je monterai la vidéo, je mettrai quelques images du film parce que je trouve que les gens l'ont un peu oublié, c'est un peu dommage. Mais parlons d'Interstellar. Ok, ouais. Du coup, donc Interstellar. Alors, donc déjà, moi, j'ai beaucoup aimé Interstellar, pour le dire. Et sinon, du côté physique, c'est un film qui est réaliste dans le global, mais qui devient peu réaliste quand on regarde dans le détail. D'accord. En gros, l'idée, c'est que les phénomènes décrits existent, mais souvent, c'est pas dans les proportions telles qu'ils sont décrits dans le film. Ok. L'exemple tout con, c'est la fameuse planète océan sur laquelle ils vont, avec donc tout le côté dramatique, c'est que s'ils y vont, on a une telle distorsion du temps que, alors je sais plus c'est quoi le nombre exact, mais c'est que plusieurs années sur Terre valent uniquement quelques minutes sur la planète. Alors ce phénomène existe complètement sur les trous noirs. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que pour que ça soit aussi intense que ça, faudrait être beaucoup plus proche du trou noir qu'ils ne le sont dans le film, en fait. D'accord. Donc ça, c'est un des exemples. Et en fait, c'est vraiment que ça tout le long du film. Les effets, ils existent comme ça, mais souvent, l'intensité du phénomène n'est pas exactement conforme à comment c'est montré dans le film. Parce que sinon, on arriverait dans des cas beaucoup trop extrêmes. Cinématographiquement, ça ne marcherait pas, en fait. Bon, et évidemment, la fin d'Interstellar, ça par contre, il n'y a pas de bibliothèque au cœur des trous noirs, mais bon, je pense que je n'ai pas besoin de rappeler. Voilà. Et l'image graphique qu'ils en donnent, parce que bien sûr, en trou noir, comme tu en vois pas, on voit ce qui gravite autour, mais l'image graphique qui est donnée dans le film, est-ce que ça peut paraître réaliste ou est-ce que c'est plus une vue d'artiste? Alors, c'est en partie réaliste. On va dire que ce qui est montré est assez réaliste, mais il manque certaines choses. Okay. Notamment, du coup, ce qui est montré dans le film du trou noir, c'est-à-dire qu'on voit la partie du disque qui est derrière le trou noir, on la voit passer au-dessus du trou noir. Alors, du coup, ça, c'est un vrai effet, c'est effectivement ce qu'on verrait. C'est parce que les rayons lumineux sont déviés lorsqu'ils passent au niveau du trou noir. Par contre, on a des effets en plus, notamment, on a ce qu'on appelle l'effet Doppler. Qui en fait normalement on devrait voir beaucoup plus lumineux la partie du disque qui vient vers nous, le disque tourne sur le trou noir. La partie qui vient vers nous devrait paraître beaucoup plus lumineuse que la partie qui recule par rapport à nous. Et ça c'est pas montré dans le film. Le disque est assez homogène en termes de lumière. Ce que j'imagine, ça devait être moins beau esthétiquement si on mettait une partie plus lumineuse que l'autre. Voilà, donc ça manque. Mais sinon la forme du disque, ça c'est à peu près c'est à peu près réaliste. Après, plus dans les détails, je sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir d'autres choses. Je sais que Science Fic, dont je parlais tout à l'heure, a fait une vidéo
vraiment très détaillé sur la science d'Interstellar, si ça vous intéresse. D'accord, ben, je chercherai la vidéo et je vais mettre un lien où je te la demanderai. Ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup, on parle beaucoup d'espace dans le cinéma, les trous noirs un peu moins. Et c'est peut-être un peu dommage aussi parce qu'il y a des choses, je pense, intéressantes à faire avec ça, mais Ouais, j'imagine. Je sais pas. c'est un peu dommage. Alors, j'ai envie qu'on finisse parce que là, on va arriver vers la fin de Ouais. l'interview. J'ai vu que tu étais un peu en prise quelque part avec des gens qui pensent mieux connaître la physique que toi, alors que sans doute ce sont des étudiants en début d'année, voire pas d'étudiants du tout. Et j'ai vu que tu as été en prise avec des gens qui te parlent du modèle Janus. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots du modèle et pourquoi est-ce que ce modèle n'est pas véritable? Enfin, pourquoi est-ce qu'il est faux? Alors, bon, déjà, du coup, pour recontextualiser, effectivement, alors je suis pas le seul, hein, évidemment, Mhm. à m'être fait prendre ces remarques. Donc, pour le contexte, donc le modèle Janus, c'est un modèle censé expliquer la matière noire et l'énergie sombre sans justement faire appeler à la matière, à l'existence d'une matière noire ou d'une énergie sombre. Donc, ça a été proposé par Jean-Pierre Petit, qui initialement, alors, je me souviens plus exactement à vérifier, mais je crois qu'il est physicien, mais pas spécialiste de ces domaines-là à la base, en D'accord. fait. Mhm. Euh, alors la théorie en tant que telle, ouais, je l'ai pas regardé dans les détails pour être Mhm. honnête. D'autres l'ont fait avant moi, notamment Thibaut Damour. Je t'invite plutôt à aller regarder ce que lui en dit. Moi, je lui fais entièrement confiance sur ton expertise là-dessus. Que ça ne marche pas. Euh, moi, ce qui me fait beaucoup tiquer là-dessus, c'est surtout les gens qui arrivent et qui me disent que le monde académique de la physique est une mafia qui défend ses théories, même si elles sont fausses, uniquement pour garder sa carrière, et que Jean-Pierre Petit est un malheureux outsider qui, arrivant avec des théories alternatives, se fait rejeter car ça ne va pas, on va dire, dans la doxa ambiante du monde académique physique. Bon, c'est évidemment complètement faux. Il n'y a pas de mafia de la physique. Euh, et c'est surtout beaucoup méconnaître comment fonctionne la recherche en physique, je trouve, et même la recherche en général, parce que, au contraire, arriver avec une théorie alternative qui fonctionne, c'est le Graal pour beaucoup de physiciens. Et que si sa théorie, elle fonctionnait vraiment, il ne serait pas censuré de partout. Au contraire, j'ai envie de dire, ce serait plus probable que des physiciens viennent lui copier ses idées que l'inverse, si sa théorie fonctionnait vraiment, parce que c'est vraiment ce que tout physicien théoricien cherche à trouver dans sa vie. Donc non, une théorie alternative qui fonctionne, ça ne se fera pas censurer, bien au contraire. Jean-Pierre Petit a une mauvaise foi quand il dit qu'on essaie de le censurer pour ces raisons-là. C'est complètement faux. J'ai envie de dire mille merci pour ce message. Alors écoute, vraiment, parce que tu vois, moi je suis en biologie, et quand on Ouais. nous dit que le monde académique est une mafia, on nous dit parce que c'est payé par Big Pharma. Alors quelque part, la théorie, tu vois, on se dit, bon, imaginons, tu peux croire que l'industrie pharmaceutique paye les chercheurs pour fermer leur bouche sur certains points ou pour, même s'il y a des effets secondaires ou pas, ne pas les dire. Mais c'est vrai Mm. qu'en physique, il n'y a pas Big Pharma. Ah non. Alors qui c'est qui vous paierait? Ça n'a pas de sens. Le lobby de l'énergie sombre, attention. Non, effectivement, ça n'existe pas. Donc je trouve qu'on a les mêmes contradicteurs en fait avec les mêmes types d'arguments d'un côté et de l'autre et c'est incroyable en réalité, c'est incroyable. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une certaine attrayance à penser que, enfin, de toute façon, c'est la même attrayance que les théories du complot. C'est genre, il y a un Mhm. mystère inavoué, il y a un complot mondial pour essayer de faire taire ce mystère d'une certaine façon. Quand on connaît pas, c'est une idée qui est attrayante parce que, dire, ça met du mystère dans le monde, et on a envie de défendre la cause de ce pauvre chercheur persécuté par le lobby. Alors qu'en réalité, c'est évidemment pas ça, mais je pense que si ça convainc les gens, c'est vraiment parce que c'est une idée attrayante qui construit une sorte ouais, de cadre. On a envie de se voir comme le héros de cette histoire. Un peu comme beaucoup de théories du complot au final. Il y a quelque chose qui me fait penser aussi, on a parlé d'Albert Einstein tout au Ouais, long de l'entretien et on a parlé parce que tu l'as montré et je trouve très intéressant le fait qu'Albert Einstein n'est pas parti de rien, qu'il y a tout un continuum dans bien la sûr, bien recherche et sûr. que c'est pas un génie isolé. Tout à Et fait. tu vois, les théories sur le modèle Janus avec Jean-Pierre Petit, comme tu as dit, mais aussi pour nous en biologie, Raoult, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a pas, et c'est une question que je te pose, l'image aussi populaire et
qui est représenté quelque part chez Tintin par le professeur oui. Tournesol, du génie du monde de la recherche qui arrive comme ça et qui a un cerveau très développé et qui a tout compris avant tout le monde et qui n'a pas besoin du travail des autres parce que lui, c'est le génie un peu solitaire de la recherche. Est-ce que pour Jean-Pierre Petit, il n'y a pas aussi cette idée-là sous-jacente quelque part? Oui, en vrai, oui, je pense complètement. Je pense qu'il y a cette personnification de la science sur certaines figures, comme tu dis, qui serait un peu le génie qui a tout fait. Et je pense que il y a ça d'une part. Il y a également, on va dire, ce qu'on appelle un peu le syndrome de Galilée, qui est bon, tout le monde connaît l'histoire de Galilée, qui s'est fait un peu persécuter par l'Inquisition à son époque. Et que ça s'est mal passé pour lui. Et beaucoup, on essaie de transposer cette image sur justement ces personnes qui vont soi-disant à contre-courant en disant sont les Galilées de notre époque, des génies incompris par leur père et persécutés alors qu'ils vont dans le bon sens. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on me sort pour me dire non mais regardez, c'est comme Galilée à son époque, alors que la situation n'est pas du tout transposable et qu'effectivement aujourd'hui il n'y a pas de petit génie dans son coin qui de sa personne est capable de révolutionner la science, et que c'est évidemment un travail d'équipe énorme, et cela même au temps d'Einstein évidemment comme tu l'as dit, et même Newton lui-même, il y a une phrase très célèbre de Newton qui a dit si j'ai alors, encore une fois, je me rappelle plus des mots exacts, mais c'est quelque chose comme si j'ai pu arriver où j'en suis aujourd'hui, c'est car je reposais sur les épaules de géants. Sous-entendu, il parlait évidemment des physiciens qui sont arrivés avant lui et qui ont construit tout ce qui lui a permis de lui faire son travail en fait. Donc c'est même pas quelque chose de neuf au final. Mais oui, il y a complètement cette idée dans la culture populaire du génie solitaire qui serait évidemment la voie à suivre, alors que la masse se trompe comparé à ce génie incompris. Et c'est d'autant plus étonnant aujourd'hui, ce début du 21e siècle, que la science et la recherche est globale par les publications, Internet. Complètement. C'est-à-dire qu'on sait tout ce qui se passe dans le monde entier. C'est-à-dire on n'est plus sur des revues papier où on la recevait en Allemagne, par exemple, le lundi, aux États-Unis le mercredi, et qu'il pouvait y avoir des décalages, et puis on pouvait peut-être un peu moins communiquer. La science est globale maintenant, la recherche est globale, et c'est d'autant plus étonnant que ce genre d'image, en fait, persiste. Bah, mais parce que je pense que c'est une image plus. Enfin, les gens, ils n'ont pas conscience de cette réalité-là dans le grand public, je pense. Et ça, encore une fois, c'est une image qui est plus intriguante par son aspect un peu, comment dire, fantasmé, quoi. Ça fait un peu plus rêver les gens, j'imagine. Oui, alors c'est un débat qu'on peut avoir pendant des heures. Je trouve très intéressant tes positions et la façon dont tu l'expliques. Et je pense que ça fera beaucoup avancer aussi dans l'esprit des gens qui pensent à ce modèle Janus, le fait que Petit, le docteur Petit, je ne sais pas s'il est professeur, je ne sais pas s'il faut dire docteur ou professeur. Oui, il a dû être, je sais plus, il était peut-être directeur de recherche au CNRS, je ne sais plus. Bon, il a eu un poste dans la recherche, effectivement. Il a eu un poste dans la recherche. N'est pas un génie incompris, c'est peut-être juste que ces théories ne sont pas valables et que voilà, c'est il ça. faut arrêter avec ça. J'avais une question qui me venait en tête et du coup je l'ai perdue. Alors, dommage. je vais essayer de la retrouver. Ah oui, voilà. Alors ma question est celle-ci. Ouais. On a parlé beaucoup d'Einstein et de tout ce qui s'était passé, enfin en tout cas en partie pendant le XXe siècle. Le XXe siècle, semble-t-il, a été un siècle de physique. On a eu quelques dates, 1905, 1915, 1916. Est-ce que tu penses que le XXIe siècle sera aussi un siècle de physique? En vrai, je sais pas si déjà on peut dire que le XXe siècle est particulièrement plus un siècle de physique que les autres, dans le sens où déjà, par exemple, au XIXe siècle, on a eu énormément d'avancées. Donc j'ai parlé notamment de tout l'électromagnétisme, qui a été quasiment entièrement construit durant le XIXe siècle, mais en plus également toute la thermodynamique a été construite au XIXe siècle, une bonne partie de la chimie moderne aussi. Donc je ne sais pas en vrai si le XXe siècle est plus un siècle de physique. Ça l'est peut-être plus pour nous parce que c'est là que les théories, on va dire, plus récentes ont été construites, qui sont les théories principales aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, effectivement, la thermodynamique du XIXe siècle, aujourd'hui, elle fait un peu vieillotte. Enfin, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui intéresse les ingénieurs que les physiciens, parce que on a déjà compris théoriquement la plupart des choses, même si en vrai c'est plus compliqué que ça.
En vrai, c'est très dur à dire qu'est-ce que le 21e siècle pourra nous offrir. Alors, ce que je peux donner quand même, c'est les projets qui sont déjà en cours de construire. Alors, déjà, on a le JWST, le James Webb Space Telescope, qui a été lancé il y a quelques années. 2020, décembre 2021, je crois, quelque chose comme ça. Donc, qui est le nouveau télescope spatial qui succède au télescope spatial Hubble et qui, lui, va pouvoir nous apporter beaucoup de mesures, alors notamment dans la découverte d'exoplanètes. On va pouvoir faire des images d'exoplanètes directement, sans avoir à passer sur leur influence sur leur étoile, qui était comment les détecter jusqu'à maintenant. Donc, on va pouvoir en apprendre beaucoup plus sur l'astrophysique proche. On a également d'autres télescopes spatiaux. On a le télescope spatial Euclide qui a été lancé en été dernier, qui a d'ailleurs sorti des photos la semaine dernière, qui lui a un télescope qui est spécifiquement dédié pour la cosmologie. Et là, je pense que c'est un domaine qui va apporter beaucoup d'avancées dans les décennies qui arrivent. Donc, tout ce qui est la cosmologie primordiale et comprendre les premiers instants de l'univers. On va avoir des mesures de plus en plus précises. Et on va pouvoir comprendre beaucoup mieux ce qui s'est passé dans les premiers instants de l'univers, notamment également, encore une fois, les problématiques d'énergie sombre. Également, un grand projet important, c'est le détecteur à ondes gravitationnelles LISA. Donc, comme je disais, donc aujourd'hui, on a des détecteurs à ondes gravitationnelles qui sont des grands bras qui sont posés sur Terre. Le projet LISA, c'est pareil, mais dans l'espace, avec des satellites qui s'envoient des rayons laser, donc qui sont basés sur le même principe. Mais du coup, vu que c'est des satellites dans l'espace, on va les éloigner de plusieurs millions de kilomètres les uns des autres. Donc, on passe d'un bras de 3 km à plusieurs millions de kilomètres. Donc c'est un très gros projet qui doit être lancé dans les années 2030, qui va nous permettre de détecter encore plus d'ondes gravitationnelles. Et donc, pareil, ça va nous permettre de sonder encore plus d'objets. On va peut-être découvrir de nouvelles choses par rapport à ça. Sinon, il y a tout le domaine de la physique des particules. Alors, je sais que le CERN prévoit déjà le successeur du LHC, c'est-à-dire un accélérateur de particules encore plus grand. Là, c'est difficile de prospecter qu'est-ce qu'on pourra faire avec. Des mesures plus précises de ce qu'on connaît déjà peut-être. Après, il y a toute la problématique de chercher des nouvelles particules, notamment ce qu'on appelle les particules supersymétriques, qui est une extension du modèle standard de la physique des particules actuelle, qu'on ne trouve pas. On dit peut-être qu'elles sont à des énergies encore plus élevées, donc peut-être qu'avec un plus grand accélérateur, on les trouvera. Peut-être pas. C'est très difficile à dire. Peut-être qu'elles n'existent pas. Peut-être que c'est pas la bonne extension à donner au modèle standard. On ne sait pas. Sinon, des domaines qui, je pense, progresseront énormément, c'est tout ce dont j'ai parlé un peu au début, c'est la physique quantique, physique de la matière condensée. Il y a énormément de recherches sur les semi-conducteurs, sur les supraconducteurs. C'est des domaines extrêmement, très actifs, parce que il y a beaucoup de financement, parce qu'il y a beaucoup d'applications technologiques. Donc forcément, ça aide beaucoup. Il y a énormément de chercheurs là-dessus. Et donc ça, je pense, ce sont aussi des domaines qui connaîtront des avancées. Après, à savoir exactement lesquels, comment, pourquoi, très difficile à dire en vrai, surtout que c'est pas mon domaine d'expertise. Donc à voir. Aussi la question, est-ce qu'on aura l'ordinateur quantique au 21e siècle? Ça, je ne sais pas. Les plus pessimistes diront que non. Les plus optimistes diront dans 10 ans, mais je suis très sceptique sur les plus optimistes. Mais le siècle est encore long. Hein. Le siècle est encore long, c'est sûr. C'est complètement, surtout que si on se replace il y a 100 ans, en 1923, on avait à peine découvert la physique quantique. Donc, effectivement, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est assez dur en vrai de postuler qu'est-ce qui pourrait arriver. On verra. En tout cas, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de choses excitantes et j'espère partir à la retraite avec une physique bien différente de celle avec laquelle j'entre aujourd'hui dans le monde de la recherche. Ça, c'est beau comme phrase. Et je ne savais pas qu'il y avait autant de projets. Alors, merci pour ça. C'est vrai que moi, j'avais l'image du 20e siècle de physique. Je me suis dit peut-être que le 21e sera un siècle d'autres choses, mais je vois qu'il y a beaucoup de projets que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est super d'en avoir parlé. Franchement, je pense que ça va intéresser aussi les gens. C'est bien j'espère aussi, de montrer tous les projets. Et j'aime bien cette philosophie qui dit j'espère que la physique sera bien différente de quand je suis rentré. C'est beau, hein? C'est bien. J'ai 2 questions pour terminer pour toi. La première, c'est une réflexion qui me vient un petit peu de ma fille. Alors, elle a 5 ans, mais on n'a plus tendance trop à regarder les étoiles. Quand j'étais petit, je le faisais. Et de temps en temps, quand on est dehors, et ma fille, elle me dit, tu as vu le ciel comme il est beau? Alors, on est en pleine nuit, elle regarde les étoiles. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, de les regarder à l'œil nu comme ça et juste d'être émerveillé par la beauté de ce que tu vois?
Oui, très souvent, oui. Oui, bah complètement, parce que, enfin, je fais beaucoup d'astronomie amateur depuis que j'ai eu mon premier télescope au collège, D'accord. et oui, je fais partie d'un club d'astronomie. On fait beaucoup d'observations, que ce soit à l'œil nu, aux jumelles, au télescope, tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je pense que ça a aussi participé à la voie que j'ai pris au final, très clairement. Euh, non, j'aime beaucoup regarder le ciel, les étoiles, les planètes, surtout on les voit bien, les planètes. Souvent les gens savent pas qu'on les voit bien, mais Jupiter dans le ciel, elle est plus brillante que toutes les étoiles, à part le Soleil bien sûr. Mhm. Si vous voyez un point très lumineux dans le ciel beaucoup plus que tous les autres, il y a fort probabilité que c'est pas une étoile et que c'est une planète. Jupiter Ok. ou Saturne. Donc pour être sûr, vous allez sur Internet et vous regardez le ciel du soir, vous le trouverez, vous pourrez comparer. Mais non, c'est clairement quelque chose que j'aime beaucoup, regarder le ciel. Donc toujours émerveillé par le Ah oui, ciel. oui, très clairement, oui. C'est vrai que moi j'ai un peu perdu ça. Maintenant ma fille m'y remet un peu. Mm. Mais les biologistes, moi je suis souvent sur mon microscope et mes animaux et c'est vrai qu'on a tendance à regarder la Terre plutôt que le ciel. Et ça faisait longtemps que j'avais pas regardé, c'est vrai. Le microscope contre le télescope, un peu, ouais. La dernière question, c'est est-ce que tu as des choses à rajouter pour cette interview, des choses dont on n'aurait pas parlé, mais que dont tu voudrais toi dire un mot? Euh, Bonne question. Je sais pas, je réfléchis. Euh, Non, je dirais comment dire, que la physique et la recherche en général a besoin de gens avec des idées nouvelles. Et que si des gens qui écoutent cette vidéo sont par exemple encore au collège ou au lycée et commencent à être intéressés par ce genre de problématiques, ce genre de carrière, n'hésitez pas à vous renseigner et, euh, et on a toujours besoin de nouvelles idées. Donc notamment, si jamais vous posez des questions sur les métiers de la recherche, personnellement, je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez me contacter sur Twitter par exemple, mais si vous avez des questions sur l'orientation aussi également, pareil, je me ferai un grand plaisir de vous guider, de vous aider avec l'expérience que j'ai en tout cas personnellement. Et si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de choses, moi je le conseille. Moi je pense que ça vaut le coup, euh, notamment en rétrospective de tout ce que j'ai appris pendant mes études. Je trouve qu'elles ont valu le coup et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. C'est très bien. Alors c'est très bien. Souvent je demande de finir par un speech de motivation pour les jeunes et du coup ça a été fait. Ben voilà. Du coup, ça a été fait, c'est très bien. Alors, tu dis que tu es content d'avoir appris ce que tu as appris pour les études. Est-ce que les études sont difficiles pour la physique? Le parcours que tu as eu, est-ce que tu as eu des moments de découragement? Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, non, je ne vais pas arriver à Ouais, continuer? Est-ce c'est que... une très bonne question parce que je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent notamment. Euh, je pense que ça dépend beaucoup des gens en vrai. Personnellement, le plus dur a été la prépa, vraiment. Mais je pense que perso, je savais où j'allais tout du long. Et clairement, je pense que ça m'a aidé. J'ai pas eu de moment d'errance où je me demandais pourquoi j'étais là. À Mhm. tout moment, je savais pourquoi j'étais là. Et clairement, je pense que ça a participé à que je ne perds pas le pied ou à que je me retrouve pas plongé au milieu du travail, à ne pas savoir pourquoi je suis là et à me décourager. J'ai jamais vraiment été découragé. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, notamment dans ma formation, et que parfois c'est difficile, effectivement. Parfois c'est conceptuellement c'est difficile. En termes de rythme de travail, ça peut être difficile. Mhm. Perso, j'ai tenu le coup parce que je savais pourquoi j'étais là et je savais ce qui m'attendait à la sortie. Je pense que différentes personnes peuvent avoir différentes façons de tenir le coup, différentes motivations, j'ai envie de dire. Oui, je pense qu'il faut pas non plus dire aux jeunes, c'est facile, Mhm. j'ai envie de dire, c'est une partie de plaisir, mais pas dans le sens où c'est facile. Dans le sens où c'est compliqué, c'est un défi, mais c'est un défi qu'on a envie de relever parce que à la fin, ça vaut le coup. Euh, et que oui, enfin, je suis content d'avoir appris tout ce que j'ai appris et je ne me vois pas aujourd'hui ne pas vivre sans tout ce que m'a apporté mes études en physique, même si effectivement ça a pu être difficile à des moments. Eh bien, écoute, c'est très bien. Et je pense qu'on va finir là-dessus, sur le discours, parce que ce discours de motivation est vraiment bien, je trouve, et ça fait une bonne fin pour la vidéo.
Très bien, bah, merci. Alors, je te remercie. Je vous invite bien sûr à partager la vidéo, à aller voir sur les réseaux sociaux. Notre cher Hugo, je vous mettrai un lien, ces réseaux sociaux, le Twitter notamment, puis le Twitch, tu me le donneras, et le TikTok. Ok, ça marche, ouais. Le TikTok, je l'ai, le Twitter aussi, le Twitch pas, donc tu me Ok, donneras tout ça, je le mettrai. je te l'enverrai, ça marche. Et n'hésitez pas à partager, à discuter de la vidéo en commentaire, bien sûr, et à suivre notre ami Hugo là-dessus. Merci à toi. Merci beaucoup à toi.